Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et le voilà, il nous attendait, il est prêt. Adam de la chaîne Cryptologic, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu vas bien? Ah, tu ne t'es pas démute, et ça c'est merveilleux. Démute-toi, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que Ok, c'est bon, tu oh, m'entends? merveilleux! Oh là, on applaudit ce lancement magnifique, merveilleux, mais c'était beau! Moi je dis il fallait, il fallait, est-ce que tu vas bien? Il fallait une erreur. Il fallait une erreur. Bah ça va super, merci et toi? Bah écoute, ça va, on attendait que ça et dis-toi que ça faisait des mois qu'on attend de faire ce sujet et comme on se le disait un Et des peu en mois off. qu'on en parle en disant mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va Et faire là cette c'est le meilleur émission moment entre spéciale guillemets. crypto? On en parlait en off, mais Et là, on y est. Oui, alors c'est le on bon y moment. est et en plus oui, c'est le bon moment. Enfin, il se passe toujours quelque chose, remarque, dans le Bitcoin et les cryptos, mais là en ce moment, il se passe des trucs. Donc on est très content de t'accueillir. Et ce qu'on va faire Et surtout, ben, je c'est suis très content d'être ici aussi. parler à ceux qui connaissent peu ou pas les cryptos et le Bitcoin pour essayer de leur faire Ouais. comprendre. Si vous avez des leur questions, expliquer allez-y dans le pourquoi c'est chat. intéressant. Et on y Et, répondra. évidemment, oui, on prendra vos Bah questions dans je le n'y chat. répondrai pas parce que moi je suis une quiche. Troyer y répondra, bien Je sûr. serai comme vous si vous n'y connaissez pas. Je serai de votre côté en mode je comprends Mais pas. tant mieux. Donc, Cryptologic, on peut le dire, tu t'appelles Adam. C'est ça. Ce n'est pas encore Et, secret. et donc, c'est pas ton nom secret. Hein, ton nom, c'est Adam. Ta chaîne, c'est Cryptologic. Et donc, ta Exact. chaîne YouTube Cryptologic, tu l'as créée quand? C'est assez récent, je crois. Ouais, c'est récent. Ça a été créé il y a 2 mois et demi environ. Incroyable. Et en Ouais. 2 mois. C'est Et jeune. donc, tu fais, si je me trompe pas, une vidéo par jour depuis ces 2 mois. Exactement. C'est un rythme incroyable, mais on en parlera après. Mais le rythme, il faut suivre le rythme des crypto-monnaies et du Bitcoin. C'est assez spécial. Il y a des accélérations qui arrivent à peu près tous les 4 ans. Et donc, j'imagine que tu vas aller jusqu'à la fin de cette accélération avec une vidéo par jour. Ouais. Enfin, c'est mon objectif. C'est le plan, Après, en tout cas. on a tous des imprévus. Il peut y arriver des moments où je loupe une vidéo, hein, évidemment, c'est humain. Mais autrement, pour moi, mon but, c'est vraiment d'informer de manière vraiment quotidienne, journalier, mes abonnés de ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies en général. Et vu que c'est un marché qui bouge beaucoup, il y a de quoi parler tous les jours. Oui, il y a beaucoup à dire, effectivement. Alors, je vous ai mis sa chaîne dans le chat. N'hésitez pas à aller Il y a voir. déjà plus de 4000 abonnés. Le gros GG, le gros GG. Hein. Voilà, Ça 4000 s'applaudit. abonnés en 2 mois. Et déjà ça, franchement, ça s'applaudit. C'est une belle performance. Merci. Et surtout que tu es pas seul. Hein. Il y en a, je sais pas combien d'autres Français. Ils ont une petite dizaine, quoi, on va dire. Ou plus, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il y en a pas mal qui font comme toi. Ouais, Une vidéo par jour, de la météo des cryptos, quoi, plus ou moins. ouais, tout à fait. Il doit y en avoir une quinzaine, une vingtaine, je dirais. Des comptes plus connus, d'autres un peu moins connus, mais ça commence un petit peu à se démocratiser, ouais. Et il y a des échanges entre vous? Vous vous connaissez un peu? Vous échangez pas trop? Euh, Moi, personnellement, actuellement, non. J'ai pas encore eu de réel échange avec d'autres chaînes. C'est dommage d'ailleurs. J'aimerais beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, moi, pouvoir échanger en plus avec des personnes qui font la même chose que moi. Il y a toujours des petits tips, etc. à s'échanger. Donc pour l'instant, non. Mais via, on va dire, l'intermédiaire de nos collaborateurs, donc on va avoir des fois des démarchages de la part d'entreprises. Des fois, à ce moment-là, il y a la possibilité de faire des liens entre les différentes personnes qui vont faire la promotion. Donc ça me commence un petit peu, petit à petit, à me rapprocher. Et après, vu que ça fait que 2 mois et demi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas encore un réseau, on va dire, dans ce milieu-là. D'accord. Et c'est déjà un très beau début, en tout cas. Et YouTube, on va y revenir à la fin, si tu veux bien. Mais Pas on de peut dire souci. 2 mots peut-être de ton background, de peut-être ton âge déjà, et de tes études ou ta formation, ton travail éventuellement. Quel est ton Ouais. background?
Alors bah moi j'ai 19 ans, donc je suis tout jeune. Ça aussi c'est quelque chose qui a un petit peu choqué au début quand je suis arrivé sur YouTube. Donc j'ai 19 ans. Mon background, j'ai fait des études vraiment très classiques. Je me suis arrêté au bac, le bac sciences, technologie et management. Donc j'ai jamais été un grand fan d'études. J'ai souvent été bon à l'école, mais jamais été grand fan parce que j'arrivais pas à m'intégrer réellement à l'intérieur. Je comprenais pas forcément ce que j'apprenais. Donc on va dire que ça m'a beaucoup dérangé pendant longtemps de faire des choses contre mes convictions. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, aujourd'hui dans ma vie, bah, quand il y a quelque chose que j'aime pas, je le fais pas. Généralement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, je suis allé quand même passer mon bac. Je suis allé le décrocher avec une mention assez bien pour, on va dire, rendre fière ma mère. Je sais que c'est vraiment la dernière chose qu'elle voulait. Après, ça a été un gros combat avec mes parents. Hein. Je pense que voilà, ça a été comme ça pour tous les entrepreneurs jeunes qui ont essayé de se lancer. Eux, ils voulaient absolument que j'aille faire des études. Moi, je voulais pas. À un moment donné, j'ai cédé, on va dire. J'ai vraiment voulu aller faire des études pour leur faire plaisir. J'avais fait une demande donc dans une école d'agence immobilière à Strasbourg qui était plutôt bien renommée sur concours. Je suis rentré, j'ai été accepté et j'y suis pas allé. Je leur ai dit que en fait c'était pas pour moi. D'accord. Je leur ai dit que c'était pas fait pour moi et puis en fait tout ça s'est passé en 2020 donc pendant le confinement, le Covid-19, enfin voilà quoi, vraiment plein d'informations en même temps. Donc ce qui s'est passé c'est que bah, au lieu d'aller directement dans cette école, je me suis rapidement trouvé pendant 3 mois un CDD pour essayer de faire un maximum d'argent. Je m'étais déjà formé au préalable dans le trading, dans l'analyse graphique et je commençais à bien connaître aussi les crypto-monnaies. Donc je me suis dit que voilà, j'allais essayer vraiment de faire un maximum d'argent sur ces 3 mois, de tout mettre de côté, de rien dépenser, même si c'est mes premières payes, vraiment j'ai rien dépensé et j'ai tout investi en crypto-monnaie en grande partie à la base. Et puis après, voilà, il y a possibilité de faire des diversifications. Mais voilà, en gros, comment ça s'est passé. C'était en mars 2020. Donc j'avais lancé ma première société, j'avais eu mon bac. En plus de ça, j'ai fait mon premier CDD, donc on va dire ma première apparition dans la vie active. Donc mon année 2020 a été vraiment très chargée. Mais donc, si je comprends bien, ta société, c'est une société d'investissement, en fait. Non, Ça? alors c'est plutôt une société de conseil, on va dire, de produits, dans lequel en gros je vais essayer d'aider des personnes à mieux comprendre le marché des crypto-monnaies, à mieux comprendre comment analyser. Moi, on va dire, je vais pas faire du conseil financier. Je vais pas te dire achète ça parce que je pense que c'est ça qui va exploser. Et même sur ma chaîne YouTube, on peut le voir. J'ai pas la science infuse, on n'a pas la science infuse, mais on a tous des stratégies, des plans d'action d'investissement qui vont nous permettre de trouver, on va dire, la crypto qui pourrait prochainement réaliser de très belles performances ou comment trouver des projets qui aujourd'hui sont stables et qui dans 5 ans, 10 ans ont un réel avenir, qui apportent quelque chose Ouais, tu leur apprends à à la comprendre, quoi. cryptosphère, mais surtout À comprendre Ouais, comment ça fonctionne, exactement, pour qu'ils c'est soient ça. autonomes et pas aussi accrochés à Tu les toi. aides à Et pêcher au lieu de leur donner du poisson, en fait. Ouais, c'est qu'on ça. dit d'habitude. Voilà, c'est ça. C'est ça. tu leur expliques comment marche la D'accord. canne à pêche, quoi. Ouais, tout à fait. Mais donc, du coup, toi, tes économies, tu dis, tu as fait un petit pécule et tu l'as placé. Ensuite, ou en même temps, tu as créé cette société de consulting, si je comprends bien. Et en plus, tu as YouTube. Donc, YouTube, en fait, c'est à côté. C'est une sorte de complément où vraiment, pour toi, YouTube, à long terme, tu as un plan. Tu penses que ça peut prendre une place un peu plus importante? Parce que je sais bien qu'en plus, dans ton milieu, du placement, ça peut être assez rentable en fait. Le clic par minute de YouTube, là, il peut être assez rentable, je pense. Ouais, bah moi personnellement, en fait, à la base, ce que je faisais, c'est que quand on va dire que j'avais lancé ma société où je vendais des formations sur la crypto-monnaie, mon but initial vraiment, c'était de permettre à vraiment un maximum de personnes, dans ma tête, je voyais des milliers, des centaines de milliers de personnes, de comprendre et de pouvoir acquérir les connaissances et les compétences que moi-même j'ai acquéries. Et je m'étais dit en fait que tout le monde a un blocage mental, un blocage qui les bloque entièrement à se dire voilà, la finance c'est trop compliqué, investir c'est pas pour moi, les crypto-monnaies c'est encore pire, laisse tomber, j'y comprends rien. Et quand je l'ai vu que moi j'ai pu le comprendre de manière assez simple, assez rapide, et que j'ai un petit peu peut-être la chance de savoir, on va dire, essayer de faciliter certains sujets, je me suis dit pourquoi pas allier tout ça et aider des personnes qui aimeraient essayer de se lancer sur les D'accord. crypto-monnaies en général. Donc quand j'ai lancé ça à la base,
C'était génial, ça a bien fonctionné, j'ai pu aider un maximum de personnes, j'ai permis à des personnes de gagner beaucoup d'argent, c'était bien, mais c'était vraiment un milieu plutôt restreint. On était 30, 40, 50, mais c'était pas assez pour moi. Moi, je voulais qu'on soit bien plus, je voulais vraiment exposer mon message à bien plus de personnes. Et YouTube, c'est quelque chose qui, depuis petit, j'aurais dû me lancer. Je l'ai pas fait, malheureusement. C'est dommage. Je pense que j'aurais pu déjà avoir une chaîne sur d'autres sujets qui auraient été assez importantes, mais je l'ai pas fait. Et puis là, je me suis lancé, du coup, quand j'ai réussi à dégager du temps, quand j'ai réussi à automatiser un petit peu aussi le business que j'avais lancé. Et donc à ce moment-là, j'ai pu commencer à prendre du temps, une vidéo par jour, le montage soi-même, la miniature soi-même, la description, etc. Ça prend beaucoup de temps, mais j'ai réussi à le caler pour l'instant dans mon emploi du temps. Après, oui, comme tu l'as dit, c'est sûr que YouTube, ça peut être une source de revenus, ça peut permettre de gagner plutôt pas mal d'argent. Mais moi, mon but premier et avant tout, ça va être de plutôt accompagner les gens et de les aider à acquérir les connaissances que moi j'ai actuellement. D'accord. Et effectivement, après, toi sur ta chaîne, tu fais pas de conseils. Après, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font vraiment du conseil d'investissement, mais c'est vrai que Ouais. toi particulièrement, c'est de l'analyse, plutôt de Mhm. l'analyse de où est le cours, où est-ce qu'il va, pourquoi il y va et comment comprendre pourquoi il y va surtout. Donc c'est vrai que ça donne plutôt les clés pour comprendre et prendre ses décisions soi-même d'investissement. Moi, ce que j'apprécie bien dans ta chaîne, c'est que tu es pas comment tu suis pas vraiment le sentiment du marché tellement. C'est-à-dire que quand tout le monde est baissier, Mhm. tu vas pas dans le baissier et vice versa quoi. Ouais. Et ça Ouais, ouais. c'est Bah, assez je trouve ça c'est assez difficile je pense quand t'es youtubeur parce que tu dois te faire insulter des fois dans les commentaires à mon avis. ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, je suis tout jeune youtubeur. Je suis tout jeune aussi en termes d'âge. Donc, on le sait, aujourd'hui en France, quand on est tout jeune, on est déjà un petit peu mal vu. Donc, j'ai un petit peu cassé tous les mythes que on pouvait avoir sur YouTube et surtout dans un domaine de la finance. Donc, un domaine où généralement on voit des gens qui sont en doctorat, qui ont un docteur en économie, etc. Donc, j'ai un peu cassé tous les mythes. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'ai vu que les gens ont accroché, j'ai vu que les gens comprenez que l'âge, en fait, c'est simplement une barrière, mais c'est pas ça qui va te dire si tu as des connaissances ou si tu n'en as pas. Et j'ai toujours été une personne qui pas été tête butée dans ses convictions, mais on va dire que ce que je vois et ce que je peux analyser, ce que moi, mon propre œil va me dire et ce que mon cerveau va interpréter, eh bien, c'est ça que je vais mettre en avant. Évidemment, si tu me prouves par A pour B que bah, c'est faux ce que je suis en train de dire et que je me plante totalement, alors j'ai la capacité de pouvoir me remettre en question. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que moi, si personnellement sur mes graphiques, je vois qu'il va y avoir une hausse alors qu'on est en baisse et que tout le monde annonce la fin du Bitcoin, eh bien, je ne vais pas, on va dire, me tourner vers la foule et marcher dans la même direction. Alors, c'est intéressant ce que tu dis par exemple sur une de tes vidéos, je sais plus, il y a pas longtemps, il me semble que tu disais excusez-moi j'ai fait une erreur. C'était Oui, sur le dollar, il me semble, sur le. exact, Tu c'était avais dit ça. le dollar, il ne peut que chuter là maintenant. Et en fait, Mhm. non, parce que il y a une raison qui m'échappe, qui fait. Et moi aussi, ça Mhm. m'échappe complètement comment le dollar peut continuer à monter. Mais en tout cas, il y avait un de tes viewers qui avait vu que non, en fait, c'était plus compliqué que ça et que pour l'instant, ça allait monter. Et tu t'avais dit, ah Ouais, pardon, excusez-moi, mauvaise analyse. Et exact, je exact. trouvais ça pas mal de relations avec tes viewers en disant, ah, excusez-moi, c'est pour moi, je me suis trompé dans la dernière vidéo. Ouais, bah, disons que ça serait bête, et surtout dans un milieu comme l'investissement, comme le trading, l'analyse graphique, ce serait bête de toujours dire ah non, non, je suis tête butée, j'ai raison, mon plan il va marcher, ça va fonctionner. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire de toi un bon investisseur ou un bon trader en fonction de ton style, mais qu'est-ce qui va faire de toi que tu vas être bon dans ce milieu-là? Ça va être que tu saches reconnaître tes erreurs et que tu saches faire un pas en arrière. C'est-à-dire que si tu es toujours buté sur ton plan et que tu vois que la hausse et que même quand toutes les indications sont devant toi, on va te dire que ça baisse, et ben non, tu es toujours là buté, tu vas perdre beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Et plein de grands entrepreneurs, plein de grands investisseurs ont pu déjà faire et connaître surtout se prendre ce mur directement, où ils se sont dit, voilà, j'ai été buté, je pensais absolument que ça allait fonctionner, pourtant tout me montrait que ça ne fonctionnait pas, et ça n'a pas forcément fonctionné. Donc il faut savoir, on va dire, mettre ses erreurs en avant et dire, voilà, là j'ai fait une erreur, j'ai merdé, mais vous inquiétez pas, on repart de plus belle. Et est-ce que c'est pas obligatoire en fait? Est-ce que tu fais pas forcément des erreurs au début ou est-ce que tu es par exemple trop gourmand
tout à coup, il y a une envolée des cours et tu te dis que ça va jamais s'arrêter de monter. Et en fait, quand ça commence à descendre, tu dis mais non, ça va remonter, etc. Et après, tu perds tout. Est-ce que ce type d'erreur, tu les fais pas forcément obligatoirement au début quand tu commences à investir? Ou est-ce que tu penses qu'en te formant suffisamment, tu peux arriver au début à éviter ces erreurs-là? Parce qu'en fait, c'est là que tu perds de l'argent. J'ai envie de dire que quand tu réalises une erreur, c'est généralement que tu savais pas. Donc si personne t'a mis en avant cette erreur, personne t'a dit attention, tu peux tomber là-dedans, là oui, évidemment, tout le monde va passer dans cette erreur. Si par contre, à contrario, tu cherches à te former, quand je dis former, ça peut être du gratuit comme du payant, ça n'a pas d'importance, mais si tu cherches à te former auprès des bonnes personnes qui sont bienveillantes et qui cherchent à te souligner les erreurs qu'elles-mêmes ont connues, mais pour éviter que toi tu les connaisses, alors là évidemment tu vas pouvoir éviter certaines erreurs. Après, le marché des crypto-monnaies ou le marché boursier traditionnel, c'est des marchés qui vont te tendre des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de pièges à l'année. Donc, tu as beau être le meilleur trader professionnel, tu as beau avoir des informations privilégiées, tu réaliseras toujours des erreurs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, à un moment donné, tes émotions, tes sentiments vont prendre le dessus. Et à ce moment-là, c'est vraiment le pire moment. C'est quand toi, tu es complètement euphorique dans ta tête et que tu te dis, OK, ça va plus jamais redescendre. Généralement, c'est le moment où il vaut mieux que tu te relaxes, que tu te poses et que tu comprennes Ouais. que ça va pas fonctionner comme ça tout le temps parce que c'est les moments où tu fais les plus grosses erreurs. Et évidemment, pour ma part, j'ai déjà réalisé des erreurs. J'en ai fait il y a de ça pas très longtemps. Je connais des traders qui sont dans le marché des crypto-monnaies depuis très longtemps et qui ont réalisé des erreurs. On peut voir aussi des grands traders dans les plus grandes banques aujourd'hui qui font des négociations à plus de 100 millions, 200 millions et même plus, qui réalisent des erreurs. On réalise tous des Je dis erreurs. l'erreur Après, il est faut savoir humaine. les assumer. Exactement. Et- En Vas-y, vas-y. fait, c'est plus que de l'erreur, c'est tes émotions, quoi. C'est gérer tes émotions, gérer Ouais. tes passions, le fait que en fait, ton cerveau te trompe tout le temps. C'est pas seulement le marché. En fait, le marché veut pas que tu gagnes. Évidemment, le marché, il est contre toi. Mais Mhm. toi-même, tu es contre toi. En fait, tes émotions te poussent à rester, à garder ton investissement alors que tu sais très bien qu'il va s'écrouler. Et c'est tes Ouais. propres T'as émotions parfois qu'il l'appât du faut. gain, l'effet casino un peu aussi, de tant que tu gagnes, t'as envie de miser, et alors qu'il faudrait Exactement, ouais. s'arrêter. Ouais. Ouais, mais c'est Exactement, la ouais. psychologie. C'est la psychologie en fait en investissement qui va prendre un énorme rôle dans ton gain ou dans ta perte, dans les deux, hein. C'est vraiment ça parce que j'ai fait une vidéo récemment qui s'appelait la psychologie inversée sur le Bitcoin, qui montre qu'en fait le marché il a la capacité de totalement t'inverser ta psychologie, même si actuellement tu es euphorique, et on va te faire changer cette pensée, on va croire que tout va corriger, tout le monde autour de toi Hmm. dit ça, donc tu crois que ça corrige, mais au final ça part en haut, et quand ça part en haut, tu as envie d'investir en disant ça y est, tout repart et ça repart en bas. Et en fait, on joue totalement avec tes émotions. Et généralement, le moment où tu as une certaine émotion en toi, que ça soit la peur ou inversement que ça soit l'euphorie, eh bien c'est généralement à ce moment-là que tout le marché a la même émotion. Et c'est généralement à ce moment-là qu'on part d'un autre côté et qu'on va chercher un autre bord. Moi, je voulais savoir justement parce que là, bon, on est un petit peu dans tous les sujets à la fois, mais tout se regroupe. Et je redis le chat, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Toi, quand tu fais justement, quand tu fais tes vidéos, tu fais d'abord le boulot, toi, d'études que tu ferais, enfin, d'analyse que tu fais pour toi-même, parce qu'il faut toi-même que tu saches où t'en es, et après tu l'expliques aux gens, parce que forcément, faut que tu comprennes, et faut que tu saches où ça en est avant d'en faire la vidéo, et de voir un petit peu. Mais pour toi, c'est quoi enfin, pour toi, parce que peut-être que d'autres ont des manières différentes, la manière de fonctionner, ce qu'on disait, il y a le fait d'analyser les courbes, et comme tu disais, pour les plus grands, ceux où c'est vraiment leur gros job avec des portefeuilles à plusieurs millions, ils font pas qu'analyser des courbes. Rien que je pense qu'ils lisent beaucoup les actus. Un truc, une news dans je ne sais pas quel pays peut faire chuter parce que tiens, il y a deux sociétés qui se font la gueule. Une société au Japon, une société aux États-Unis, ah bah ça, hop, si elles se font la gueule et que l'une, elle doit fournir des composants à l'autre, ah bah ça va faire ci. Je pense qu'il faut, au-delà de suivre les courbes, il faut vraiment être un journaliste, quoi. Faut vraiment suivre l'actu, même plus que les courbes. En fait, il y Ouais, a les deux, ouais, ouais. il y a les deux versants. Je pense qu'il faut être sur les deux, mais il y a des spécialités cryptologiques. Tu me dis si je me trompe, mais toi, pour moi, tu es plus spécialisé analyse technique et moins analyse fondamentale. Pour l'instant. Parce qu'en fait, il y a Pour ces deux l'instant, versants. oui. Il y a des gens qui sont plus spécialisés analyse fondamentale, Oui. qui vont comme tu dis, la géopolitique ou les mouvements
un peu les régulations qui arrivent ou les projets qui Ou des se lancent, lois qui qui se vont passent dans certains analyser pays. Il y avait, je sais plus, l'Inde ou les qui allait lois, interdire les crypto-monnaies, par exemple, pour créer la exactement. sienne. Rien que ça peut te faire. L'Inde qui est. Bon, bah, si l'Inde interdit les crypto-monnaies, ça fait. C'est pas comme si c'était l'endroit où il y avait le plus de monde. En fait, l'analyse fondamentale, ça te permet d'anticiper des mouvements que tu peux pas voir dans l'analyse technique, parce que l'analyse technique, tu analyses le prix tel qu'il est aujourd'hui et l'historique du prix tel qu'il s'est déroulé. Mais tu peux pas voir ce qui va se passer dans l'avenir. Et l'analyse fondamentale, elle te permet un peu de faire ça. Mais, D'imaginer, de te dire un billard à 3 bandes, bah, ça va avoir tel. Mais je pense que logiquement, ça doit avoir à tel, haut level, voilà. si je peux parler en termes jeux vidéo, à haut level, tu peux pas te contenter. Je pense qu'il faut allier les deux parfaitement pour pouvoir s'en sortir. Je parle vraiment de ceux où une erreur, c'est pas juste oh, c'est pas grave, je reviens demain. Une erreur, c'est une société qui s'écroule. Non, mais surtout, c'est que les deux sont complémentaires. Oui, vraiment. c'est ce que je dis. Hein. Et Ouais, c'est ça. tu C'est disais ça. donc, toi, Les deux collent ensemble. toi tu vas développer ce côté fondamental. Ouais, alors bon, déjà il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je réalise mon update de marché, donc mon analyse de marché crypto-monnaie chaque jour, je vais passer une partie où je vais expliquer ce qu'on a pu entendre, ce qui commence légèrement à se dessiner. Après, j'arrive sur les graphiques, j'expose réellement ma stratégie, ce que je peux lire, ce que mes indicateurs peuvent me donner, ce que le cours en lui-même peut nous donner comme indication, est-ce que c'est plutôt à la hausse ou est-ce que c'est plutôt à la baisse. Mais par la suite, généralement, j'ai une fin de partie qui, elle, va partir sur Twitter, qui après va partir peut-être sur Que j'ai Cryptos, vu, qui ouais. est en fait simplement Mm. une news de crypto-monnaie. Et donc, en fait, j'expose quand même du fondamental, j'expose les news journalières qui se sont passées. Et donc, de cette manière, on va dire, j'allie quand même un petit peu les deux, à la fois le fondamental, à la fois le technique. Ce que je te disais tout à l'heure, quand je te disais que peut-être par la suite j'allais plus entrer dans le fondamental, c'est parce que je sais pas, comme si tu l'as vu, là il y a pas longtemps, j'ai essayé un nouveau type de vidéo qui a plutôt bien plu, qui est une vidéo qui va être plus éducative, sans les graphiques, juste en face caméra, et dans laquelle voilà, je vais essayer de décrire un point qui est peut-être flou pour mon audience, un point que je connais bien et que je sais peut être utile à un maximum de personnes. Et donc bah, on va essayer petit à petit d'intégrer ça avec l'analyse technique. Ça peut être très intéressant, ça va Et permettre j'ai trouvé aux ça bien. gens Hein. de mieux. J'ai trouvé ça bien Ouais. justement ce côté où tu as le 100% technique et je pense que pour attirer du monde aussi parce que en fait, je pense que les graphiques ça attire les gens qui s'y connaissent un peu. S'il y a Qui quelqu'un ont qui déjà vient moi par fait exemple raison, ouais. je pourrais pas regarder à mon stade actuel tes vidéos journalières. C'est pas je sais pas le profil Ouais. encore mais par contre là il y en a une je sais plus comment elle s'appelle on en a parlé tout à l'heure. J'ai plus le nom de la vidéo où t'es en facecam et La t'expliques des psychologie choses. inversée. C'est ça. La Ça, psychologie inversée. j'ai regardé et c'est là où je me dis ça c'est bien parce que c'est le genre de choses où même si tu ne t'y intéresses pas ou enfin slash tu ne t'y connais pas du coup tu ne t'y intéresses pas ça c'est le genre de choses qui va amener justement ce public qui a besoin de trucs concrets et qui des tableaux ou des diagrammes te fait trop penser à l'école et c'est encore trop brut pour la première marche en fait. Ouais. Oui, T'as tout à fait raison. c'est Ouais. une bonne introduction pour comprendre, au-delà du prix, au-delà de ces variations, qu'est-ce qui fait bouger les cours et pourquoi. Et on va y arriver d'ailleurs. Elle va être longue cette soirée. Ouais mais On va y arriver à notre sujet Bitcoin et crypto. Parce que, en fait, tout ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est valable pour tous les investissements, je pense, y compris pour la bourse. Ouais. Alors, je sais Ouais. pas d'ailleurs si toi tu investis en bourse également. Non, alors bah techniquement on va dire que j'ai été majeur il y a de ça un an et quelques, donc je ne pouvais pas investir au préalable. J'ai pas investi en bourse parce que comme je t'ai dit j'ai tout mis en crypto, je faisais des bonnes analyses à l'époque, ça a très bien fonctionné, j'ai su me placer au bon moment, etc. J'attends réellement, on va dire déjà la fin du bull run sur le Bitcoin. Voilà, Enfin, je pense. je suis désolé, ouais, oui, bien Pour sûr. l'instant, J'attends non mais pour l'instant tu as raison, c'est un bon choix, hein, je pense. Il faut Ouais. être là où l'action se passe et pour l'instant l'action se passe. En fait, on peut commencer par ça peut-être. Pourquoi tout à coup c'est intéressant, pourquoi tout le monde s'intéresse aux cryptos tout à coup, plus ou moins, petit à petit. Vous allez voir que c'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi le cycle du Bitcoin fonctionne comme ça en fait? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin? Alors déjà, bah, premièrement, pourquoi les gens s'intéressent de plus en plus à la crypto-monnaie? Je pense que c'est, enfin pas 50-50, mais on va dire il y a un certain pourcentage qui va être à valeur spéculative, des personnes qui vont venir placer des fonds et qui vont se dire je vais ressortir avec un x2, x3, x10.
Et à l'inverse, il va y avoir des personnes qui, elles, vont être plus amoureuses de la technologie, qui vont plus comprendre que derrière les crypto-monnaies, il y a des réelles sociétés, il y a des réels projets qui sont là et qui visent surtout à essayer d'améliorer notre vie quotidienne, notre train-train quotidien. Donc ça, c'est les deux possibilités. Après, évidemment, il y a toujours un moment où il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont écouter, qui vont essayer de savoir et comprendre ce qui se passe sur le Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. Donc je pense que je vais devoir le décrire et expliquer ce que c'est. Alors, Le tu vas Bitcoin, même en devoir, ce soir, tu vas devoir expliquer tous les termes que tu utilises, gros, y compris ouais, tous les termes anglais, tous les termes compliqués, qui, toi, te paraissent hyper simples, qui paraîtront ouais, simples à bien sûr. n'importe quel cryptomaniaque, mais là, il va falloir que tu les expliques, en effet. Ouais. Ouais. Le holding, Alors par exemple, c'est quoi? le halving du Bitcoin, c'est assez Le simple. C'est quelque halving, oui, chose qui se pardon. déroule tous les 4 ans. Donc là, ça a eu lieu en mai 2020. Et en fait, le halving du Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, le Bitcoin, il est créé par ce qu'on appelle des mineurs du Bitcoin. Donc, c'est des personnes qui, en gros, vont avoir des ordinateurs super puissants, qui vont chercher à répondre à des calculs qui sont assez compliqués. Et dès lors qu'il y en a un parmi les centaines de milliers de personnes qui essayent de réaliser le même calcul en même temps, qui arrive à trouver le résultat, eh bien, il va avoir une récompense. Il va avoir, donc avant le 20 mai, enfin avant mai 2020, excusez-moi, eh bien, les mineurs ils récupéraient 12,5 bitcoins directement, donc c'était la récompense pour trouver la réponse à ce calcul. Et là, quand il y a eu du coup le halving en mai 2020, la récompense a été divisée par 2 et ça a été plus que 6,25 bitcoins. Et donc ça, en fait, ça va créer un grand effet de rareté sur le bitcoin, puisque à Alors, l'inverse d'une monnaie traditionnelle, on pourrait penser que ça ferait chuter, du coup. Si tu réduis... Enfin, intuitivement, on pourrait se dire, si tu réduis la récompense de moitié, les mineurs, ils vont arrêter de miner, du coup, ça fait baisser la valeur. En fait, pas du tout, c'est complètement l'inverse. ouais. Bah, en fait, le Bitcoin aujourd'hui, c'est adossé à une seule loi et son prix, il est adossé à cette loi et c'est tout. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, tant qu'il va y avoir de moins en moins d'offres et de plus en plus de demandes, le prix du Bitcoin va augmenter. Et donc, le fait de diviser par deux la production de Bitcoin qui est mise en circulation directement, eh ben, ça va évidemment faire burn son prix, ça va le faire hausser très nettement. C'est comme si demain, par exemple, on venait à mettre 2 fois plus de temps ou que ça devienne 2 fois plus difficile de miner de l'or, et bien évidemment son prix deviendrait Voilà. démultiplierait en fait C'est directement. là que c'est magique, en fait. C'est là que le Bitcoin, c'est une idée géniale. Et dans sa programmation, c'est génial. Parce que d'une part, il y a le halving. Donc, comme tu dis, c'est un cycle. Tous les temps de blocs qui sont minés, c'est des blocs, le Bitcoin. Tous les temps de blocs, il y a ce halving, donc la division par deux de la récompense. Mais il y a aussi le fait que la difficulté, elle s'adapte au hash rate, donc au nombre de mineurs, et à la puissance Mhm. de calcul. Elle s'adapte. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a perdu 28% de difficulté de calcul. Parce Ouais. que, pour une question fondamentale, parce que la Chine a interdit le minage et a viré tous ses mineurs. Et comme la plupart des mineurs étaient en Chine, il faut le temps qu'ils débranchent, qu'ils déménagent et qu'ils aillent le rebrancher au Kazakhstan. Et Ouais. on a perdu quasi 30%, c'est-à-dire la difficulté s'est réduite de 30%. Alors ouais, pour sauter sur ce que tu viens de dire et justement pour essayer d'expliquer au mieux aux personnes qui nous regardent, en fait la difficulté elle a été réduite. Pourquoi? Parce que du coup ces Chinois ils ont dû débrancher leur machine, ce qui a fait qu'il y avait moins de personnes qui sécurisaient la blockchain en elle-même. Et donc bah, ça fait que ça devient un petit peu plus facile de pouvoir miner du Bitcoin parce qu'on est en concurrence avec moins de personnes tout simplement. Ouais. Et il y a un truc, je sais pas si on l'a dit, je crois pas, mais il y a un nombre limité de bitcoins. C'est ça aussi qui fait sa rareté. Ouais, Dans sa 21 millions de programmation, il a Bitcoin. exactement 21 millions. Il a été décidé qu'il y aurait 21 millions de bitcoins, point, pas un Mm. de plus. Pas un de plus, exact. C'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, le Bitcoin, en grande partie, il y a beaucoup de personnes qui viennent spéculer dessus ou simplement placer leur argent dessus parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il a un effet de rareté intégré en lui-même qui ne sera plus jamais changé, qui fait qu'il y aura de moins en moins de Bitcoin. Et vu que je vous l'ai expliqué avant que c'est adossé à l'offre et la demande, eh bien, il va y avoir de moins en moins d'offres. Donc, si la demande suit et qu'on commence à avoir de plus en plus de demandes, le prix du Bitcoin devrait exploser. Par contre, évidemment, si la demande ne suit pas et qu'il y a juste moins en moins d'offres et moins en moins de demandes, le prix ne va pas forcément augmenter. Et alors, le bitcoin, donc, il a une valeur, hein, puisque tout le monde. En fait, c'est l'argument qu'on entend tout le temps, c'est numérique. Ouais, Ça tout peut à chuter fait. à zéro du jour au lendemain, puisque tout à l'heure, de toute façon, ça n'a aucune valeur. En fait, un bitcoin à miner, ça coûte, puisque en fait, c'est la preuve de calcul, et donc ça coûte de la puissance électrique et de calcul. Et je crois qu'un bloc de bitcoin, ça doit coûter 7000 dollars à miner.
Donc en fait, le Ça Bitcoin, varie. effectivement, ça varie. Ouais. Ça varie en fonction du coût de l'électricité et de la Ah, ça dépend où difficulté. t'habites, Et ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. En France, c'est compliqué. Si tu vas au Bangladesh, c'est un peu plus simple parce Après, que tu dis un l'électricité sera bloc, moins chère. c'est dans ces prix-là, sachant que un bloc, donc un bitcoin, c'est ça? oui, Euh, pardon, un Bitcoin, si un bitcoin ça coûte ça doit coûter 7 et 7000. que ça te coûte 7000, 7K, et que là il en vaut 30K, donc c'est Et rentable finalement. et le cours est à 30, ouais, tout à fait. Donc là, Ouais. si tu peux miner, c'est rentable, techniquement. Ouais, tout à fait, c'est rentable. Ouais. Bah, il y a plein de mineurs qui le disent, hein, que c'est ultra Et rentable pourquoi tout de le monde se pouvoir met pas miner, à surtout miner? là. Parce que t'es forcément gagnant. En Parce fait, que, en gros, au début, c'était plus simple de miner du Bitcoin parce qu'on avait des ordinateurs qui n'étaient pas forcément très puissants pour répondre aux calculs. Aujourd'hui, on va être en concurrence avec des mecs qui ont des dizaines de milliers de cartes graphiques dans une pièce. Ça tourne à 100 à l'heure, ça tourne, les ordinateurs, ils font leurs calculs et tout. Vas-y pour rivaliser avec ton petit Mac ou ta petite PS4 et que tu essayes de miner tes Bitcoins, tu rivalises contre des mecs qui... Donc en ouais, fait, aujourd'hui, plus le Bitcoin augmente, plus il va y avoir de validateurs du réseau et plus la difficulté de minage va être compliquée. Donc, si aujourd'hui tu veux miner, il va falloir que tu investisses un bon paquet d'argent quand même pour acheter voilà, le matériel nécessaire. ça revient à ce qu'on disait, hein, c'est la difficulté, Et je- c'est-à-dire c'est la difficulté de calcul et donc la concurrence. Le nombre de personnes qui font comme toi fait que ça peut pas être rentable parce qu'il te faut un matériel de dingue. Parce que techniquement, miner, si on peut partir de ça, parce qu'il y a plein de gens, moi compris, hein, tu dis miner du Bitcoin, c'est-à-dire tu vas sur un site internet et tu cliques le lancer, ça mine. C'est quoi miner? Tu vas où? Les gens font quoi? C'est un site Oh non, tu as internet? C'est quoi? une application très simple, ou voire un OS très simple, qui te permet d'accéder à la blockchain en gros, et Mm, de recevoir des données pour les calculer, les renvoyer, etc. C'est pas très c'est compliqué ça. en fait, hein, le système. C'est-à-dire que tu lances, ça se fait tout Non, seul et vu que c'est très dur, globalement, tu peux laisser ton PC allumé 8 ans que tu vas pas en miner même pas une poussière, quoi. Très très peu, ouais, très très peu. il y a peu de chance. Après, en fait, c'est quand même un hasard, on va dire, entre guillemets. La personne sur qui ça va tomber, ça va être une personne qui a, oui, évidemment, la plus grande puissance de calcul, mais il y a plein quand même de facteurs qui vont rentrer en compte. Il y a certaines personnes qui, des fois, seules, avec un ordinateur bon, assez puissant quand même, arrivent à pouvoir trouver le résultat du bloc. C'est quand même assez variable, c'est quand même assez aléatoire. C'est pour ça que toutes les grandes fermes de minage, c'est pas elles qui vont miner tous les bitcoins parce qu'ils ont le plus de Parce que ouais, matériel précis. c'est du hasard le calcul, parce que c'est pas le mec est pas derrière son ordi avec son clavier, c'est comme si fallait trouver le résultat à 6 plus 5 et que tu tapais des chiffres au pif et que ton PC tapait des chiffres au pif et au bout d'un moment il va tomber dessus, et s'il tombe dessus avant les autres, bah il gagne et voilà quoi. Ouais, c'est C'est plus ou ça. moins ça. En fait, en vrai, c'est pas des calculs très complexes. Simplement, ça utilise. En fait, il faut une force de calcul énorme parce que il faut manier beaucoup de chiffres en même temps, quoi. C'est le problème. La complexité du calcul, c'est le nombre de chiffres que tu dois manier en même temps. Ouais, c'est Et un peu donc, comme du coup, ça si prend du un temps. Et calcul, donc, t'étais du tout coup, seul à le résoudre ou t'étais en face de 15 mecs qui ont le même niveau que toi, mais ils sont 15 donc ils vont y arriver plus vite parce qu'ils ont 15 têtes quoi. ouais. Mais alors bon, du coup, comme on dit, hein, ça varie. Mais aussi, et je vois dans le chat qu'on veut nous amener vers ça, vers les autres cryptos, il n'y a pas que le Bitcoin et il n'y a pas non plus Ouais. que cette façon-là de sécuriser la blockchain. Il y a ce qu'on appelle la proof of stake, c'est-à-dire la preuve C'est de... ça. Alors, je sais pas comment le traduire, mais en gros, c'est plutôt des données D'enjeu. d'enjeu, exactement. C'est plutôt des données que tu stockes, si je comprends bien, sur des disques durs. Mhm. Ça En- fonctionne comme ça. Et donc plutôt Tu des vas SSD. bloquer une partie de crypto-monnaie à l'intérieur, on va dire en sécurité, en collatéral, et à l'inverse, derrière, on va dire, vu que tu as prêté une certaine quantité de ta crypto-monnaie dans la blockchain, tu as prêté du coup une puissance techniquement pour vérifier le réseau entier, eh bien, tu vas être récompensé là-dessus. Mais ce qui est très beau dans les crypto-monnaies, c'est qu'il n'y a pas que le Bitcoin et que des Ouais, crypto-monnaies, il y en a des milliers. Et en fait, les crypto-monnaies, elles profitent de ça, de cette puissance de calcul, de leur programmation, pour faire plein de trucs hyper badass. Par exemple, des contrats intelligents, par exemple, de la rétribution intelligente d'artistes, par exemple. Des tas de trucs. On n'imagine pas toutes les applications en fait de la crypto-monnaie. ouais, Euh, tout à fait. on nous demande dans le chat s'il y a des projets particuliers auxquels tu crois. Et moi, j'ajouterais ça et qu'il y aurait des applications qui seraient très intéressantes.
Des projets auxquels on croit, oui, bien évidemment. Par exemple, pour moi, Ethereum aujourd'hui, c'est un des projets qui est vraiment en train de vouloir révolutionner déjà le marché crypto-monnaie en général. Il est en train de vouloir faire passer des choses qui n'ont encore jamais été réalisées. C'est un projet surtout qui va vraiment permettre de mettre en avant surtout la crypto-monnaie et de faire une transition entre le monde réel et le monde physique, enfin entre le monde virtuel et le monde réel. Donc oui, c'est sûr que j'ai toujours des projets en tête qui pour moi pourraient vraiment fonctionner, qui pourraient avoir un vrai apport concret pour les utilisateurs et pour les personnes du monde physique. Après, si la question c'est vraiment d'énoncer des projets comme cela, je pourrais en énoncer quelques-uns, mais je ne sais pas si c'était bien ça la question. Oui, non, mais je pense que tu as répondu. Ethereum, effectivement, c'est un des projets phares. En fait, si vous voulez investir, c'est un très bon projet. Et surtout sur Ethereum et son réseau, on va dire, sont Mmh. construits des tas d'autres projets. Ouais, Euh, et, et ils sont là, on peut greffés peut-être. même dessus. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, il y a comme des constellations de projets qui ont des caractéristiques. Là, par exemple, ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, Mmh. qui est beaucoup basée. Alors, c'est des projets comme Aave, Cardano, enfin, il y a tout ce type de projets Compound. aussi. Euh, Ça, c'est quand même. Enfin, c'est les cryptos qui aujourd'hui ont un peu le vent en poupe et qui crée quelque chose qui est vraiment très en vue, la finance décentralisée. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va durer ou c'est un truc auquel tu crois particulièrement ou pas? Alors moi, oui, c'est vraiment quelque chose auquel je crois, la DeFi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qui fait de la DeFi, c'est qu'elle est décentralisée, comme son nom l'indique, ce qui veut dire qu'en fait, il va y avoir aucune personne physique qui va vraiment faire le lien entre, par exemple, moi et toi. Imaginons que je souhaite t'envoyer 10 dollars, par exemple. Eh bien, je vais t'envoyer les 10 dollars. Il va y avoir aucune personne physique pour valider cela. Ça va être la blockchain qui va valider cette transaction et qui va bien la noter aux yeux de tous, donc interconnecté sur tous les ordinateurs, hein, évidemment, donc pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude. Et Mais à donc ce plus de moment-là, au moins banque. 10 dollars vont être envoyés. Nous, aujourd'hui, tu vois, par exemple, si moi, je veux t'envoyer 1000 dollars demain, c'est pas moi qui vais t'envoyer 1000 dollars, c'est ma banque qui va envoyer 1000 dollars à ta banque. Et donc, entre ces deux, il va y avoir cette entité de confiance qu'on appelle, donc la banque. On a confiance en elle. On se dit, bon, si on voit que moi, j'ai moins 1000 euros et que toi, tu as plus 1000 euros, la transaction a bien été effectuée. Mais est-ce qu'on doit vraiment avoir confiance en des personnes? Est-ce qu'on ne doit pas avoir confiance? Ça, c'est une grande question. Après, la DeFi, aujourd'hui, elle présente vraiment plein d'aspects qui peuvent plaire à beaucoup de gens. Ça va dépendre vraiment de l'utilisation, de la manière dont on souhaite essayer de la mettre en place, hein. C'est hyper étonnant sur la DeFi quand tu commences à t'y intéresser. Les retours. Par exemple, ce que tu peux gagner comme en plaçant ton argent ou t'as des tas de Le méthodes, stackant. mais en gros, tu peux stacker ton argent, le mettre, par exemple, le bloquer pour un mois ou quelques mois et avoir un retour de X%. Mais c'est Ouais. par rapport à tes placements bancaires, ça n'a rien à voir. Tu peux faire du 15% facilement, quoi, avec ça. Bah ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. C'est ça qui est bien en fait aujourd'hui avec, par exemple, la DeFi justement, c'est que nous, par exemple, aujourd'hui, si on va prêter notre argent, par exemple, quand on place notre argent en banque, on le prête à la banque. Ils vont l'utiliser, ils vont en faire ce qu'ils veulent, et à la fin, ils vont nous offrir sur un livret A 0,25%. Donc c'est dérisoire, ok? Ce qui est bien avec la DeFi, c'est que c'est une application qui est décentralisée. Donc, il y a pas aujourd'hui il y a pas un PDG, par exemple, de cette application décentralisée qui va venir dire, OK, bah, moi, je prends 30-35% de la transaction. Non. Si toi, par exemple, maintenant, tu souhaites prêter ton argent à cette application, bah, tu vas prêter ton argent, cette application va l'utiliser. Si tu dois la garder, la stocker et ne plus pouvoir la sortir, tu vas plus la sortir pendant 3 mois, 6 mois. Ça, c'est des choses qui sont prévues à l'avance. Mais quand tu la ressors, bah, tu vas avoir on va dire, une grande partie de ce qu'a gagné l'application grâce à ton argent. Et là, on te remet en fait en situation réelle avec ce qui devrait être réellement. C'est que si toi tu prêtes de l'argent, si tu prêtes quelque chose et qu'une personne en fait plus d'argent avec ça, c'est à toi de gagner la majorité. Ça va pas être à lui de gagner la majorité. Et là on commence en fait. Mais ce qui est super vraiment intéressant avec les crypto-monnaies et avec la DeFi, c'est qu'on a enfin trouvé une entité, une chose qui vient concurrencer les banques. Les banques, en fait, elles n'ont jamais été concurrencées. Depuis Et leur c'est ce que tu création, ça a disais, toujours été. c'est la confiance en Ouais. fait. C'est la confiance qu'on C'est ça apporte. qu'on a trouvé, c'est un système
automatisé qui permet d'être sûr quasi à 100% et de faire confiance dans les transactions. Et c'est ça qui fait la valeur en fait de ce réseau. Ouais, exactement, exactement. Et c'est des choses qui sont prévues à l'avance. Par exemple, comme on a parlé avant, les smart contracts, donc les contrats intelligents, c'est eux qui vont permettre de totalement réguler, on va dire, notre échange. Si par exemple, imaginons que voilà, moi par exemple, je suis ton patron, je dois te verser 1200 € tous les 15 juillet, enfin tous les 15 du mois, eh bien je peux mettre dans cette fameuse dans ce fameux contrat intelligent, bah, le fait que tous les 15 du mois, tu vas recevoir 1200 €. Et si ça n'est pas fait, eh bien, je vais recevoir des pénalités. Et sinon, même l'application en elle-même se réserve le droit de me prendre les 1200 € et d'être les envoyer à de elle-même. Il y a un truc qu'on peut faire avec les smart contracts. Par exemple, quand imaginons une œuvre, par exemple un film, à chaque fois qu'il est visionné, que le smart contract lui-même donne le pourcentage correspondant aux monteurs, aux acteurs, aux réalisateurs, aux musiciens, etc. Exactement. Pour YouTube, en fait, ça. le smart contract... Pardon? Pour les youtubeurs, ça, c'est la Pour les grande question. youtubeurs, ce serait l'arme parfaite. Plus jamais de Ah, strike. il faudrait des smart contracts, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, en fait, les applications aujourd'hui, il y en a plein. Alors, il y a la finance décentralisée. Là, et franchement, aujourd'hui, si vous y intéressez et creusez un peu, vous verrez que c'est incroyable ce qui se fait là-dedans. Il y a toutes les façons du monde. Alors, vous pouvez faire confiance ou pas confiance, mais en fait, si vous ne faites pas confiance, vous pouvez aussi prendre des assurances, etc. On va Il y a vraiment tout un écosystème. parler de ce côté confiance, parce que c'est vrai que ça reste un aspect, vu que c'est encore tout jeune. Tu vois, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Enfin, il me semble pas en tout cas. Non, effectivement. Voilà, j'ai vu large, parce que j'ai pas voulu dire 5 ans, j'ai dit 10 ans, c'est sûr. On n'en parlait pas et ça reste assez. Je pense qu'il y a à la fois tellement de gens qui sont. Qui soit minent, soit investissent dans la crypto. Je pense qu'il y a plus que 10 personnes. Mais à la fois, je pense tellement de personnes qui sont. Où dès que tu entends soit une pub YouTube, soit quelqu'un parler de crypto-monnaie, ça fait très. Avant-gardiste de dans 5 ans c'est bon, les mecs ils auront perdu plus d'argent, ça fait très bonjour c'est Julien, je vais vous apprendre comment gagner ça, cet aspect là encore je trouve pour une grande partie des gens qui regardent ça avec des gros yeux en mode tu me parles de quoi, j'investis, je deviens milliardaire, va travailler plutôt. Enfin ça a encore cet esprit là je trouve. C'est terrible d'ailleurs parce que par exemple avant tes vidéos il y a des pubs. Et c'est ce type de pub où tu as l'impression que la personne va t'arnaquer, où on te dit tu passes 4 appels par jour et tu gagnes 3000 €. 10 000 € sans sortir de chez toi, c'est fou. Et vraiment, ouais, ça nous fait passer pour des arnaqueurs, ouais. c'est... Ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu mal vu par certaines personnes, des personnes qui, en fait, ne connaissent absolument rien, puisque quand on commence à essayer de mettre un petit peu le nez dedans et qu'on commence à comprendre, on se dit, bon, bah, en fait, c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. Donc, ouais, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont un peu réticents par rapport au Bitcoin, et je pense que c'est l'une des grandes raisons d'être de la plupart des chaînes YouTube crypto aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre en avant réellement ce qu'est une crypto-monnaie, mettre en avant réellement la technologie que ça apporte, et surtout de montrer à quel point les plus de 9000 crypto-monnaies qui sont sur le marché aujourd'hui peuvent essayer on va dire d'annihiler des problèmes que l'on a actuellement dans la vie réelle et de trouver une solution à ça. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'une crypto-monnaie, techniquement, généralement aussi, c'est un projet derrière, c'est une team qui va bosser pour essayer d'aider un maximum de personnes et pour faire en sorte aussi de trouver une résolution. Tu vois. Être honnête et dire qu'il y a aussi des arnaqueurs. En fait, il y a aussi des projets qui sont soit pas volontairement, peut-être mal montés, tu vois, mais ou vraiment qui cherchent à t'arnaquer. Il y en a, hein, mais il y en a assez peu, en fait, relativement. En fait, ouais, il y en a moins que ce qui paraît. Après, c'est sûr que sur 9000 projets, évidemment, il va y avoir des projets qui sont dits des scams. En plus de cela, tout le monde peut créer des crypto-monnaies, n'importe quelle personne. On ne sait pas vraiment qui va être derrière tel ou tel projet quand c'est des tout petits projets qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment pour cette raison que quand on souhaite investir sur une crypto-monnaie, il va falloir d'abord observer l'entreprise ou le projet qui est derrière. Il va falloir regarder la team, il va falloir regarder les mises à jour qui sont réalisées, il va falloir regarder le projet, le but qui est visé, l'avancement aussi. Si on voit que tous les mois ils avancent, ils créent des mises à jour, ils essayent de faire petit à petit, step by step comme on dit, et d'atteindre leur objectif. Là on peut se dire ok, c'est une société en qui on peut avoir confiance, c'est une société qui souhaite vraiment essayer de trouver des solutions. Mais évidemment, comme tout, et puis même comme dans ça toute peut être société, dans n'importe quelle entreprise.
aujourd'hui, c'est la même chose. C'est qu'il va y avoir certaines sociétés qui, eux, ne vont rien faire, qui vont être là juste pour prendre de l'argent et au final la fermer et au revoir, bonne soirée à tout le monde. C'est partout dans la vie réelle, mais Mais il pas faut savoir forcément dans les maintenant, cryptos. comme quand on investit en bourse, voilà exactement, il faut Alors, faire cette analyse En fait, fondamentale il et y a regarder un beaucoup, peu. beaucoup d'argent qui circule et donc forcément, il y a des abrutis qui veulent en profiter. Effectivement, avant d'investir, il faut quand même se renseigner, Et quoi. quand on parle de Il faut société, quand on pas... dit le Bitcoin, du coup, quelle société est derrière du coup, est-ce qu'on parlait que tout le monde peut créer ou autre, donc quelle société ou personne s'est dit je crée le Bitcoin, c'est moi le Bitcoin? Du coup, Alors, il y a, s'il faut se renseigner de qui est cette personne, du coup, ouais. Alors, il n'y a aucune société qui est derrière le Bitcoin. Il y a eu un créateur. Il y en a sans doute eu plusieurs, mais il y en a un qui est connu qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et cette personne donc a créé le code même du Bitcoin. Donc, le Bitcoin aujourd'hui, c'est une application en fait qui tourne en 24 heures sur 24. C'est une monnaie aussi évidemment, hein, mais avant tout. Et pour dire, le créateur donc il a créé le code, la page de code, donc qui fait qu'elle fonctionne toute seule, qu'elle s'autorégule, que tous les 4 ans il y a un halving, etc. Bah, ça a été déjà créé à la base par Satoshi Nakamoto. Maintenant, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est quelque chose qui est fermé, qui est scindé, on connaît déjà à l'avance ce qu'il va se passer, on connaît déjà à l'avance le but et le projet du Bitcoin, et ça ne va plus jamais être changé. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il peut toujours y avoir. En fait, si vous voulez, il y a un système de vote. Il y a des évolutions Ouais. dans toutes les crypto-monnaies, y compris le Bitcoin. Et il y a un Mhm. système de vote, c'est-à-dire si les. C'est compliqué ça, mais en gros, si les principales personnes qui font tourner l'application, il y a, je crois, 50 000 ordinateurs dans le nœud principal. En fait, si elles votent contre, mais que la modification passe quand même, je crois qu'il y a ce qu'on appelle un fork, une fourchette, Ouais. un fork, un hard fork, où il y a un nouveau projet en fait qui prend son autonomie, c'est ça? Ouais, c'est pour ça que je te disais que le Bitcoin en lui-même restera le Bitcoin. Après, quand il y a par exemple, si il y a, on va dire, les 50 000 personnes qui valident aujourd'hui la blockchain, donc 50 000 mineurs du Bitcoin, on va dire, si eux, ils sont pas en accord, il peut y avoir un fork. C'est vrai, par exemple, Bitcoin Cash, c'est l'exemple d'un fork. Donc, c'est le moment où un projet, tout le monde n'a plus la même vision, et donc il y a une partie qui va dévier et une partie qui va rester dans le même projet. Mais Bitcoin en lui-même ne va pas changer forcément. Alors, on nous pose la question dans le chat de Elon Musk et de son Dogecoin. En fait, Elon Musk n'a pas créé le Dogecoin. Et on connaît plusieurs créateurs de différentes monnaies. Par exemple, Ethereum, c'est très célèbre. C'est Vitalik, je ne sais plus comment il s'appelle, de Vitalik son... Buterin. C'est ça. Buterin. Il y en a des très célèbres. Le Dogecoin, je me souviens plus, mais ça doit être des ingénieurs. Est-ce que tu sais qui a créé le Dogecoin? Il me semble qu'ils sont deux. Alors, j'ai pas le nom de ces personnes. Moi, personnellement, le Dogecoin, c'est vraiment pas un projet qui m'intéresse, mais vraiment pas, de très très loin. Donc, ça, je le dis souvent sur ma chaîne YouTube parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de fondamental derrière. Ils visent pas à améliorer la vie des gens. Mais après, voilà, certaines personnes s'y j'ai vu intéressent. Non, Billy moi, je pourrais pas Marcus tester. et Jackson Palmer. Bon, merci Google, hein, si c'est eux. Voilà. Mais Merci. en fait, voilà, ils sont connus, hein, il y a beaucoup de créateurs de coins qui sont connus. Mais Ouais. ça leur amène pas grand-chose, en fait. À part la célébrité. Est-ce que quoi, quand on mais, dit projet, parce que là on dit tiens, ça, eux ils ont un projet intéressant, eux c'est pas un projet intéressant, qu'est-ce qu'on entend par Bah, projet? Qu'est-ce qu'on entend par soutien de la population? je peux donner deux exemples et peut-être. En quoi le Bitcoin toi aussi, rend le monde Adam, meilleur? C'est ça. Il y a par exemple Fetch AI qui est un projet de token pour de l'intelligence artificielle. Où en fait ils ont créé ce token qui permet de faire tourner de l'intelligence artificielle, de rétribuer. Et donc Fetch AI, ça s'appelle, centré sur l'intelligence artificielle. Tu as le Theta aussi, qui est adossé à une plateforme de streaming, et le Theta Fuel, qui est son token qui permet de rétribuer les streamers. Par exemple, le Bitcoin, lui, il améliore quoi dans le monde actuel? Alors, le Bitcoin, je vais prendre la main si ça ne te dérange pas. Le Bitcoin, Vas-y, par ouais, exemple, je vais donner deux exemples pour lancer. Le Bitcoin, lui, en fait, il a plusieurs utilités, tu vois. Ça va être, premièrement, ça peut être une valeur refuge. Donc, quand, par exemple, tu vois que ta monnaie, elle fait que se casser la gueule, comme on l'a vu le dollar, même si là, il vient de rebondir, mais comme le dollar se cassait bien la gueule, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées investir leur argent en crypto-monnaie, en Bitcoin,
pour éviter, on va dire, la déflation de leur monnaie. Donc ça va être une première possibilité. Après, il y a aussi une valeur refuge quand tu crois à prochainement, on va dire, une crise monétaire, quand tu as peur que toutes les monnaies s'effondrent, quand tu as Ou peur quand que elle est la déjà banque arrivée, regarde le Venezuela par exemple. ou quand, oui, évidemment, ou même en Turquie. En Turquie, ça a été exactement la même chose. C'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs un gros combat entre la société, enfin entre les Turcs et le Bitcoin, parce que les Turcs, le village, enfin les personnes, les habitants turcs voulaient eux essayer d'investir en crypto-monnaie pour se défendre de leur monnaie qui a divisé par 8, il me semble, et inversement, le gouvernement essayait de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, par exemple, en quoi est-ce que ça peut aider. Après, ça peut aider aussi sur plein de choses. Tu vois, par exemple, on va dire un mec en Afrique qui aimerait échanger une certaine monnaie. Lui, actuellement, il paye en CFA. Il va t'envoyer tes CFA, il va y avoir une transaction, il va y avoir déjà du temps qui va être mis. En plus de ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre des frais. Il va y avoir une frais de transaction entre ton CFA et toi. Il va y avoir aussi un moment où il va y avoir du change, puis ça va devenir de l'euro. Alors que si lui, il détient des bitcoins, qui t'envoie des bitcoins, c'est envoyé, c'est là, c'est prêt. Il y a un tout petit peu de frais qui est mis en place, mais c'est bon. prend 10 On peut secondes, tous même échanger pas, la 2 même secondes. monnaie. Mais ça, c'est le cas de toutes les cryptos, du coup. Tout ce qu'on vient de dire, c'est de sauvegarder, de faire tout ça, c'est le cas de toutes les cryptos. Mais Non, t'as des cryptos ou t'as des non, frais, non. d'autres pas? Ouais. Alors, il y a des cryptos qui, en fait, comme dit, pour savoir, en fait, pour comprendre bien, c'est que derrière chaque crypto-monnaie, il va y avoir un projet, il va y avoir un but qui va être généralement de répondre à un besoin. Par exemple, on sait que nous, aujourd'hui, on a, par exemple, la possibilité, quand on fait une transaction bancaire, une grosse transaction bancaire ou une petite transaction bancaire, ben on sait qu'on va avoir beaucoup de frais. On sait que ça peut prendre pas mal de temps, le temps d'arriver à la même banque. On sait que si c'est du dollar vers de l'euro, il va y avoir des frais de change, il va y avoir des transactions, il va y avoir des frais. Donc en fait, à Genève, chaque fois qu'on essaye d'envoyer de l'argent, on paye et en plus de ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle le Stellar Lumens qui, lui, est un projet qui vise à pouvoir faire des transactions de manière instantanée quasiment. Dans la seconde même, je te l'envoie, bam bam, tu l'as reçu. Et donc, eux, ils vont être là donc, pour pouvoir faire justement cette transaction instantanée. Mais aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le moins de frais possible. Ils ont travaillé un maximum pour essayer de réduire les frais un maximum aussi pour que quand il y ait un échange qui soit fait, eh bien, il n'y ait pas trop de frais, il n'y ait pas à chaque fois des frais qui soient cachés et puis qu'au final, je voulais t'envoyer 10 dollars et au final, il reste plus que 9 dollars. D'accord, ok. Parce que par exemple, Ethereum a ce souci. Il y a un moment récemment, parce que Ethereum vient d'évoluer là, son code, mais avant ça, le coût des transactions pouvait varier pas mal et pouvait être très très cher. Ouais. Il y a pas mal de cryptos qui sont comme ça, où il peut y avoir des pics de coûts de transactions, où ça devient plus intéressant en fait Mais c'est ça, d'échanger c'est un parce truc que où c'est trop cher, quoi. elle ne sert plus à rien du coup, à l'instant T en tout cas. C'est un problème de scalabilité, c'est quand un projet, généralement, sa blockchain, elle est overbookée. Quand il y a trop de transactions qui sont réalisées au sein de cette blockchain, il y a des gens, en fait, qui vont... En fait, par exemple, Ethereum, pour dire, il va y avoir plein de projets qui vont être greffés les uns aux autres à Ethereum. Ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et donc, on appelle ça des tokens ERC20. Et ces tokens-là, en fait, ils vont être greffés à Ethereum. Et pour pouvoir utiliser, par exemple, des smart contracts ou pour pouvoir ajouter des choses à leur ligne de code, ils vont devoir payer des frais. Et ces frais-là, c'est ça justement qui va créer en fait le gaz, c'est ça qui va créer que lorsque tu fais une transaction en Ethereum, si tu souhaites passer avant les autres, eh bien il va falloir que tu payes plus cher. Il y a des sociétés qui elles sont prêtes à payer très cher, donc toi tu vas être dans les derniers. Mais si tu souhaites essayer de rivaliser avec les autres, il faut que tu payes de plus en plus. Et en fait, plus ta blockchain est overbookée, plus il y a de transactions, et plus à ce moment-là, il peut y avoir un fameux problème de scalabilité. C'est ce que Ethereum a connu, et d'ailleurs il a été vraiment puni pour ça. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est que aujourd'hui dans les 2000 dollars à peu près, un peu moins. Donc c'est pour cette raison, s'il y avait eu cette scalabilité, si on avait pu faire autant de transactions qu'on le voulait sans avoir trop de frais forcément, et bien de cette manière, on aurait eu un Ethereum qui serait bien plus haut actuellement. Et si je me trompe pas, la dernière modif d'Ethereum, ça a amené le fait de brûler une partie des Ethers, c'est ça? Alors ouais, ils ont... En gros, à la base, on récompensait les mineurs en frais de transaction, donc le gaz, justement, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc quand on paye, on ne les paye pas à Ethereum, ça va être envoyé aux mineurs, donc aux personnes qui valident Ethereum. Et donc là, en fait, au lieu de tout donner aux mineurs, on va leur donner qu'une partie et le reste, on va le brûler, pour faire en sorte que Ethereum, ce soit une monnaie qui va être plus déflationniste, comme le Bitcoin par exemple, et pour qu'elle gagne de la valeur, puisque plus on va avancer et moins d'Ethereum vont être créés, puisqu'il va y en avoir qui vont être brûlés et directement mis à la poubelle. Donc ça, c'est l'EIP 1559, mais je crois qu'elle n'est pas encore sortie. Je crois qu'elle doit sortir le 4 Ah oui, août, me semble-t-il. d'accord, ok. Ah oui, bah c'est très bientôt du coup. Ouais, ça arrive bientôt, mais ça c'est c'est un intéressant changement aussi. majeur. Du coup, Ouais. c'est les évolutions comme ça qui arrivent
en fait, les monnaies qui s'améliorent dans le temps, qui s'adaptent en fait, qui s'adaptent à Mm. l'usage qu'en ont les gens, ou le nombre de gens qui l'utilisent, ou Ouais. la fonction même des évolutions qu'on peut imaginer. Et par exemple, euh, c'est vrai que Elon Musk, il n'a pas créé le Dogecoin, mais il veut contribuer en fait. Il a des idées pour l'améliorer. Et pourquoi pas? En fait, même d'un shitcoin, c'est ce qu'on appelle un shitcoin, le Dogecoin. C'est vraiment un truc pourri qui a aucune Il n'y a pas de application. valeur réelle, en D'un fait. shitcoin, tu peux très bien en faire, je pense, une monnaie intéressante qui trouve sa place parce que tu peux les faire évoluer en fait. Ouais. Alors ouais, tu peux faire évoluer n'importe quel projet, on va dire, comme une société le ferait. Il peut y avoir aujourd'hui une société qui vend des baskets bas de gamme, qui sont toutes éclatées, qui sont toutes pourries, et je sais pas, le mec dans 6 ans, il a un déclic, il se lance dans le haut de gamme, il a vraiment tout ce qu'il faut, il a le standing, il a le branding, il a tout ce qu'il faut, et donc bah, le mec, il a upgrade. Donc c'est comme tout, quand on lance un projet, il y a toujours la possibilité de l'avancer un petit peu plus. Bah, on va d'abord le commencer, on va voir comment passe. Si on voit on est overbooké de demandes, bah, il va falloir rebondir, il va falloir trouver une manière de pouvoir scaler tout ça, de pouvoir faire en sorte de bien gérer tout ça et ne pas être overbooké soi-même dans sa société. Et donc, bah, c'est pareil pour les monnaies, c'est exactement la même chose. Ils ont un projet, c'est comme s'il y avait des entreprises derrière avec des vrais projets, avec le but d'aider des personnes. Et donc, bah, ils vont avancer petit à petit et dès qu'ils vont être confrontés à un mur, comme n'importe quel entrepreneur, il va falloir se relever, il va falloir regarder et se dire, bon, qu'est-ce que j'ai comme solution et qu'est-ce que je peux faire pour essayer de changer la donne. Il y avait, c'était hier je crois, ou avant-hier, il y avait un festival Ethereum en Ouais. France, incroyable, Mhm. où il y avait présentation de tout un tas de projets, toutes les nouveautés, etc. Avec 6 chaînes YouTube, enfin c'était un truc énorme. Ouais, Et c'était vraiment. t'as jeté un œil à ça? Alors, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, j'ai eu une journée de malade mental. Depuis ce matin, je cours partout, j'ai une journée de fou. J'ai pas eu le temps de regarder, mais je vais la regarder en diffusion si j'arrive à la capter. Et de toute façon, je me tiendrai informé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ethereum pour moi, c'est un très gros projet. Et en Et- plus de ça, là, on a eu l'annonce concrète et c'est justement pour ça que je t'ai dit ça tout à l'heure. J'ai vu juste sur Twitter un petit truc passer de l'EIP 1559 qui est bien validé. Dans 15 jours, elle devrait. D'accord, ok. Prenez note, les amis. Et oui, oui, et c'est passionnant hein, quand tu vois tous les projets qui sortent, tout ce à quoi on pourra bientôt voir se développer, c'est assez incroyable. Dans les Ouais. facs de Mais commerce et tout, ils devraient avoir ça. Je suppose qu'ils ont déjà commencé dans les hautes études à intégrer les cryptos, j'ose Alors, c'est espérer. une très bonne question. Est-ce que les cryptos et la crypto-monnaie, est-ce que tu penses que dans les écoles de commerce, un jour, on finira par en parler? Ou est-ce qu'ils en parlent déjà? Alors, moi, j'ai des cas concrets d'amis à moi qui sont actuellement en école de co et qui ont eu, oui, du Bitcoin, des crypto-monnaies, de la manière de fonctionner. On va dire qu'ils ne vont pas t'expliquer technologiquement ce que c'est, ils ne vont pas t'expliquer la manière dont il est utilisé et qu'est-ce que tu peux en faire. Mais on Ils leur vont apprend juste te pas à dire, créer un projet, par exemple. voilà, non, mais c'est normal, c'est pas le but. Mais ils vont t'expliquer la manière dont il va changer son prix, la manière dont il a. C'est pris au sérieux quand Quand même il dans a les écoles. C'est pris au D'accord. sérieux, ok. Quand même. Ça pourrait, bah, je pense que ça dépend des profs. C'est pris au sérieux, mais pour dire, d'après les cas et d'après ce que j'ai pu entendre, les profs ne sont eux-mêmes pas vraiment très informés. Et en fait, ils Ah, ne le ok. disent pas parce que c'est dit dans le programme, ils le disent, on va dire, parce qu'il y a eu des questions ou parce qu'on est arrivé à ce sujet-là. Donc on n'en est pas encore au point où on parle de ça dans l'année et on se dit, ok, on se prend une petite semaine Il n'y et a on pas en un parle. chapitre dédié. Mais voilà. Et pour finir sur l'application des crypto-monnaies, il faut quand même dire qu'on va vers ça, mais pas uniquement en décentralisé, mais en centralisé aussi. C'est-à-dire que toutes les banques centrales, elles travaillent là-dessus. Logiquement, on va aussi en voir très rapidement des monnaies de banque centrale, Ça, je des me disais, crypto-monnaies les de États, les centrale. banques, t'as déjà des États, on parlait de ça, mais les banques, genre, je suppose. Alors là, en Chine, ils ont sorti Le yuan. Ils ont sorti le yuan numérique. Donc c'est la monnaie numérique, donc enfin c'est la monnaie en elle-même, le yuan, mais sous forme numérique, qui a été directement sorti par la Banque centrale. Donc c'est en phase test actuellement, ça a été donné et c'est maintenant en train d'essayer d'être L'Inde, utilisé. ils en parlaient. Donc on Hein. va voir. Est-ce qu'on peut parler Ouais. d'une crypto-monnaie déjà? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. En fait, comment expliquer? Je pense, moi personnellement, et je suis fervent pensant de ça, en fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les banques centrales, elles sont en train d'avoir chaud aux fesses parce qu'elles voient que les crypto-monnaies sont vraiment là pour les pousser, sont vraiment là en train de révolutionner la finance traditionnelle.
traditionnelle comme on l'a toujours utilisé. Et je pense qu'en fait, c'est du bullshit, la monnaie numérique. Ça va être exactement la même chose que nos transactions par CB, puisque on est tous enregistrés quelque part dans un grand carnet où toutes les transactions sont notées. Et donc, techniquement, ça va être exactement la même chose. C'est comme si on faisait un paiement de CB à CB. La transaction va être réalisée. Il y a un tiers de confiance qui va être la banque centrale qui va valider ou non la transaction et qui va être envoyée. En fait, pas tout à fait. Ah Parce oui, que, vas-y. parce que le yuan, par exemple, tu as des pays comme la Suisse ou des pays qui sont un peu plus opaques au niveau de leur système financier, qui renvoient pas l'information, et notamment la Chine. La Chine n'a pas l'information toujours de l'échange de yuan. Il y a des tas de yuan qui sont échangés dont la Chine n'a aucune idée de comment ils sont échangés. Et Ça, c'est en cash. une de leurs idées, alors en cash notamment, et pas seulement, même en numérique, hein, tu as des yuan qui s'échangent de façon numérique, qui à aucun moment passent par la Chine, et tout simplement de compte à compte, quoi. De compte au Caïman à compte en Suisse, par exemple. Ouais, je vois alors du coup de la manière dont tu souhaites le dire. Oui, s'il y a quelqu'un qui détient des yuan dans une banque qui n'est pas actuellement sur le territoire chinois, c'est sûr que c'est plus compliqué pour eux d'avoir une ligne, de comprendre cette transaction. Voilà, Après alors ça, j'ai qu'avec envie un de dire, vrai yuan numérique, et donc centralisé, en fait, forcément que l'information, il l'aurait. ouais, ouais, mais ça de toute façon, hein, la création des monnaies numériques comme elles ont été mises en place par la Banque centrale, c'est pour avoir un contrôle encore plus important sur nos transactions, sur nos moindres faits et gestes que l'on peut déjà connaître actuellement. Ça, c'est sûr et certain. Et ça a été dit, hein, ça a été dit. Mais après, moi, je pense quand même qu'on en bénéficierait. Par exemple, les contrats intelligents, on en parlait. On peut imaginer que le système bancaire finisse par se rendre compte que c'est intéressant et créer une sorte de système parallèle un peu centralisé, mais qui utilise la logique de la blockchain et des contrats intelligents. C'est possible. Mais est-ce que c'est Ouais. souhaitable, en fait? Je sais pas trop. En fait, ça va dépendre de pourquoi l'adoption. C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser la question de pourquoi est-ce que toi tu souhaites adopter les crypto-monnaies et pourquoi tu ne le souhaites pas. On va tous avoir des demandes qui vont être différentes. Il y en a qui préfèrent ne pas être pistés, il y en a qui se disent bon bah voilà, j'ai pas confiance dans ma monnaie actuellement, il y en a qui ont peur aussi que demain le crédit mutuel ou nos banques traditionnelles en France, elles coulent et donc quand on veut retirer l'argent, on l'a vu dans pas mal de pays, on peut pas. On nous dit qu'il n'est pas là l'argent alors que pourtant on l'a eu. Donc en fait, il y a énormément de choses et c'est ça par contre qui va faire la grande différence avec les crypto-monnaies, c'est qu'une crypto-monnaie, quand tu la détiens, donc on va dire quand tu l'as dans ton portefeuille à toi, eh bien elle est à toi. Et on va dire que si demain n'importe quelle banque ferme ou quoi que ce soit, ton Bitcoin sera toujours présent, il sera toujours à toi et il aura toujours la valeur qui est adossée actuellement à son prix. Donc ça, c'est un grand plus. C'est un grand plus, ça, par exemple, pour les crypto-monnaies. Après, comme je te l'ai dit, ça va vraiment dépendre de le pourquoi de l'adoption. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de projets, etc., qui fait que soit ça va être intéressant pour les banques. De toute façon, la blockchain, pour moi, va être utilisée par les banques et elle est super intéressante pour eux. Ça va leur permettre, enfin, ça va changer leur donne, ça va changer leur manière de faire. Mais après, ça peut être aussi quelque chose qui peut être assez négatif parce que s'ils utilisent les outils pour pouvoir nous pister encore plus derrière, bah oui, c'est vrai que ça peut être à double tranchant. D'ailleurs, Mais genre, vas-y, fini, après j'aurai une question vis-à-vis de ça. ouais, mais je voulais dire quoi? Je voulais dire que voilà, ça peut être à double tranchant, mais après voilà, pour dire dans tous les cas, le prix d'une crypto-monnaie sera toujours adossé à l'offre et la demande. Donc on va dire que si aujourd'hui les banques elles veulent utiliser la blockchain ou elles veulent utiliser des outils qu'on utilise dans la crypto-monnaie en général, ça va pas être négatif, ça va pas avoir un impact négatif sur le marché des crypto-monnaies. Justement, par rapport à ça, parce que là, on voit, pour reprendre l'exemple, que ce soit en Chine, en Inde, parce que là, actuellement, la crypto-monnaie, ça a un aspect très sauvage. Très, personne, c'est par rapport à tout ce qu'on a, le dollar ou autre, où c'est très contrôlé par les puissants de ce monde. Voilà, par les banques, par les grosses sociétés ou autres. Là, la crypto-monnaie, c'est encore, ça fait c'est pour ça qu'il y a des États. Je reprends l'Inde, parce que j'avais vu un article dessus qui justement, ils voyaient qu'ils contrôlent rien, qu'ils gagnent pas d'argent, donc ils se sont dit on va créer la nôtre, on va interdire tout le reste, comme ça on va récupérer le flou et on va contrôler. Est-ce que du coup là c'est très sauvage, est-ce qu'on va pas arriver sans être la question de est-ce qu'il y a un avenir pour les crypto-monnaies? Oui, de toute façon il y a un avenir pour on croyait pas avant que l'euro, les monnaies existent, on c'était du troc et on disait ben non, et voilà, tout évolue de toute façon.
au fil de l'humanité. Mais je me dis, est-ce que au fil du temps, avec l'évolution des États ou autres, est-ce que ce côté un peu très sauvage que je dis et non contrôlé des crypto-monnaies va pas s'arrêter pour un contrôle total, comme c'est déjà le cas avec nos monnaies actuelles, puisque certains pays le font déjà. Est-ce qu'on va pas arriver à un truc où non, c'est l'État qui le décide, l'État, les banques, et tout le reste n'a pas le droit d'exister. Est-ce qu'on va pas vers ça, ou est-ce qu'on le sait juste pas encore, ou est-ce que c'est impossible? Alors, on peut pas mettre fin aujourd'hui au Bitcoin, on peut pas mettre fin à une crypto-monnaie qui est décentralisée, j'ai envie de dire, parce que c'est simplement des centaines de milliers de personnes qui maintiennent en vie le Bitcoin. Donc, toutes Ouais, les mais si tu personnes peux qu'on t'a expliqué interdire, tout à te l'heure, dire, bah, en France, tu n'as pas le droit de payer en Bitcoin. Interdiction de payer en Bitcoin en France. L'État peut le dire, ça. elle Ben, peut en le fait, dire, mais déjà aujourd'hui, tu payes pas grand-chose en Bitcoin. Non, mais voilà, mais pour vrai dire, dire. pour vraiment tout. Si tous les pays le font et se disent, bah, on a notre monnaie et toutes les autres ne fonctionnent pas chez nous. Et bon, ça c'est bizarre que tous les pays s'accordent, mais imaginons que ça existe. Là, du coup, ce côté sauvage ne pourrait plus exister, mais faudrait. Je pense que ce serait très compliqué à mettre en place pour que tous les États se disent non, non. Ce qu'il faudrait, à la limite, le problème c'est la régulation, effectivement. Et ce Ouais. qui pourrait être très pénible, ce serait par exemple d'interdire de convertir le Bitcoin Oui, ou c'est ça. n'importe quelle autre crypto-monnaie en euros. Ça, ce serait très pénible. Ça, tu dis ton Mais Bitcoin, rien tu ne peux pas t'en t'empêcherait servir. d'utiliser du dollar ou d'utiliser du yuan numérique, par exemple. Tant qu'il y a de la En fait- demande, ça va fonctionner. Ouais. Voilà, Tant qu'il y a de la demande, une fois tant que que les c'est gens lancé, seront friands du Bitcoin, tant que les gens seront friands du fait que aujourd'hui, avec un Bitcoin, bah, on peut faire une transaction de pair à pair à deux personnes de manière instantanée, rapide, et surtout, on va dire, qui va être enregistré dans la blockchain, que tout le monde va pouvoir regarder, mais qui va quand même être un petit peu sous l'abri des regards pour éviter qu'il y ait tout le monde qui soit arrivé à regarder. Oh purée, il a envoyé 10 fois ça. Tu vois un petit peu la manière dont ça, dont Ouais, ça je peut vois. se mettre en place. Donc, ils vont pouvoir essayer, on va dire, pourquoi pas, de stopper la transaction du Bitcoin en euros. Mais si on n'a pas envie de vendre nos bitcoins, qu'est-ce que ça change? Si on n'a pas envie de les vendre, on les garde. Ça va rien changer pour le bitcoin. Si on a envie de changer nos bitcoins en une autre crypto-monnaie, on va pouvoir utiliser une autre crypto-monnaie. Je pense qu'en Il y a- France, il y a- il y a des centaines. on est tranquille. Parce que si je prenais l'Inde, eux, les gens qui avaient un porte-monnaie Bitcoin n'avaient pas le droit de le garder. Si tu avais un porte-monnaie Bitcoin, c'était l'amende, quoi. T'étais obligé de vendre toutes. T'as arrêté de miner et vendre toutes. Et ils avaient jusque, je sais plus, c'était en juillet, pour revendre tout, sinon c'était la prune. Ouais, mais comment le savoir? Ah bah Comment ça, savoir je que sais telle ou pas telle comment ils personne- vont faire ça, par contre. Mais c'est vrai qu'ils l'ont dit, donc je me dis, c'est qu'ils doivent avoir un moyen de contrôler. Mais après, je sais pas comment, si pour aller voir le gars, hey, C'est de la t'as pas vendu tes 50 bitcoins. Ouais, c'est de la propagande. On fait peur, mais Ouais. c'est pas possible. C'est compliqué à Tu pourras contrôler. pas, Ouais. là, en fait, c'est compliqué à le contrôler. point Oui et faible non. peut-être, il y a quand même un point faible, je pense, c'est les exchanges. Parce que tu vois, par exemple, ce qui est en train d'arriver à Binance aujourd'hui. Binance a quand même pas mal de soucis. Ils sont attaqués de toutes parts. Par exemple, en Angleterre, on leur a demandé d'arrêter certains services. Ils ont été obligés d'arrêter leur nouveau. Ils te proposaient d'acheter des actions en crypto-monnaie. Aujourd'hui, ils sont obligés de l'arrêter. Au Brésil, ils ont des grosses difficultés aussi. Alors, le directeur Brésil qui a démissionné aujourd'hui, Binance, ils ont vraiment de très gros problèmes. Et en fait, du coup, on peut imaginer au pire, mais je ne crois pas du tout que ça peut arriver. Moi, je donne des On cas peut extrêmes. Je vois que le imaginer chat au pire s'inquiète. que Non, tous les exchanges je donne un cas extrême. soient visés par les États. Bah ouais, les exchanges centralisés, mais du coup, C'est pas les possible, mais décentralisés. ça t'empêchera pas d'avoir des bitcoins, hein, de toute façon. En fait, si maintenant ils veulent vraiment prendre la main sur les exchanges centralisés, donc sur tout ce qu'on connaît, crypto.com, Coinbase, Binance, etc., on va dire qu'ils vont pouvoir. Mais vu que généralement, et de toute façon, je vois mal aujourd'hui un exchange avoir vraiment son siège social en France, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Et on l'a vu, ils l'ont fait avec crypto.com. Ils vont dire, crypto.com, écoutez, soit vous venez vous déclarer à l'AMF et donc vous nous donnez une information entière sur tous les clients qui sont chez vous, soit vous ne pouvez plus faire de publicité. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont rien pu faire contre crypto.com sur le sol français, à part interdire la publicité. La publicité, on peut s'en passer. La publicité, c'est pas quelque chose qui est forcément dingue. Mais ça, c'est pour les exchanges centralisés. Maintenant, il y a les exchanges décentralisés. Et ceux-là, eux, on va rien pouvoir faire puisque de toute façon, il n'y a pas d'entité physique avec qui pouvoir discuter et essayer de trouver un terrain d'accord. Ils pourront juste dire vous faites pas, mais bon, ils n'auront pas de moyen de prouver que les gens le font ou pas. Donc c'est juste, comme tu disais, la propagande on donne, mais on n'a pas les moyens de réprimander. Donc
C'est juste ceux qui vont avoir peur, ça va leur faire ça en moins, quoi. Ouais, franchement, Mais c'est comme ça que ça va se passer. ouais, effectivement, on joue avec la peur, on essaye de faire peur aux gens parce que ça marche, hein, en fait. En fait, plus tu fais peur aux gens et moins le Bitcoin et les crypto-monnaies prennent de l'ampleur. Mais ça marche jusqu'à une certaine limite, en fait. Et je- le problème, c'est pas la peur, ce serait la régulation d'État. Ça c'est quand même possible. Par exemple, la taxation. Tu vois, par exemple, en France, en France, on a déjà la taxation à 30% des Bah oui. plus-values. Hum. Donc, pour nous, il peut pas nous arriver grand-chose de pire, à vrai dire. Mais les autres pays où c'est pas le cas, par contre, ça peut toujours arriver. Et ça, ça serait quand même une très mauvaise nouvelle pour le Bitcoin. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, pour expliquer réellement, est-ce qu'on a le besoin forcément de prendre ces bitcoins et de se les envoyer en euros? Pas forcément. On peut les mettre en stablecoin, donc une crypto-monnaie, on va dire, qui va être adossée exactement à l'euro que tu as toi-même dans ton portefeuille, donc ça change rien. Et on a Visa, on a Mastercard qui sont en collaboration avec des exchanges qui nous permettent de dépenser nos cryptos et les transactions sont réalisées directement. Alors, est-ce qu'on va avoir besoin de réellement changer nos bitcoins, de changer nos Ethers ou de changer quelques cryptos que l'on ait directement en euros? On parle de les changer soi-même? Pas forcément. Pas forcément. Et puis, on peut dépenser nos crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a je crois que j'ai plus de 32 000 marchands en France qui acceptent le paiement en bitcoin. Tu peux aller en ligne, tu peux acheter ce que tu veux par ton bitcoin. Tu dépenses tes bitcoins pour dire, c'est pas quelque chose qu'il faut forcément faire. C'est sûr que si t'es spéculateur, si t'es un hodler et que t'as envie de garder tes bitcoins sur le très long terme, ça fait mal au cœur d'entendre ça. Et moi, c'est vrai que personnellement, j'aime pas dépenser mes bitcoins. Mais aujourd'hui, si demain, on venait à nous mettre le coup de massue et nous dire, écoutez, à partir de maintenant, plus personne n'achète. Si vous essayez de changer vos crypto-monnaies en euros, eh bien, écoutez, on met 100% de taxation. Bah écoutez, au revoir, on garde nos crypto-monnaies, il n'y a pas de souci. De toute façon, Oui, parce que ouais, c'est là que c'est fabuleux, hein. Tu en as parlé rapidement, mais il y a ce qu'on appelle des stablecoins, donc des monnaies stables, et qui sont des crypto-monnaies, et qui sont de la même façon décentralisées. C'est-à-dire que c'est des monnaies stables. Si on veut, elles sont adossées à des monnaies comme le dollar ou l'euro. Ouais, à des actifs, parce que des fois, ça peut être adossé à l'or aussi et à l'argent, mais techniquement, c'est adossé à un actif de la vie réelle qui a un prix, qui a un coût. eh ben on a fait quand même, parce que je vois l'heure, et il faut aussi qu'on revienne sur ton futur. Tu puisses nous dire la suite. Et du coup, ça parlait dans le chat, du coup, comme disait Mastercard, tu en parlais. GTA, mais il me semble que GTA, c'est en interne, c'est dans le jeu, c'est pas de la vraie. Alors, dans GTA, c'est de la fausse crypto-monnaie. Oui, GTA 6, c'est le jeu, au lieu de payer en dollars, comme on l'a toujours fait dans tous les GTA du monde. Exactement. C'est, Ouais, dans l'air du temps, ce sera des cryptos. c'est, Ah ouais. Moi, je entendu fais le cette- pari que dans GTA 7, ce sera des vrais cryptos, par contre. ouais, GTA 6, c'est de la monnaie du jeu, c'est histoire de dire on paye plus en dollars pour faire moderne. Mais je pense que pour la suite, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui va se faire avec des trucs réels. Le jeu vidéo, de toute façon, on sait bien la place que ça prend. Hein. Ouais, Il y a des il y a- marchés dans tous les jeux. il y a des aujourd'hui, tas d'exemples, hein. Ouais, exactement. Il y a même des jeux de cartes Ouais. où tu joues, où toutes tes cartes, c'est des NFT. Par exemple, ouais. Il y a ça, et puis après, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui va donner la valeur à un actif, n'importe lequel? Ça va être ce que nous-mêmes, quand on le voit, on va lui donner comme valeur. C'est comme ça que si demain je regarde mon Mac et je sais qu'il vaut 1200, je dis ok, il vaut 1200. Mais si je le sais pas, je vais lui donner une valeur. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des échanges qui vont être faits. C'est ça. Et selon, il y a combien de Mac à vendre sur le marché, à quel prix, ça va donner une moyenne, ça va donner son prix, sa valeur. Un petit peu ça. Bah, écoutez, j'espère que pour juste pour la partie Bitcoin, vous avez pu avoir vos questions ou autres. Pour toi, ton présent, ton avenir, les projets que tu comptes, parce que là, on disait déjà que tu comptais développer un peu plus tout ce qui va être plus dédié à mon type de profil, c'est-à-dire des vidéos plus explicatives en mode facecam, peut-être avec des intégrations ou autres, mais bon, par rapport au tableau que tu fais, au graphique chaque jour, des choses des tutoriels. On va appeler ça comme ça, voilà, plus explicatif. Ça, c'est un petit peu. Est-ce que tu as d'autres choses? Peut-être pas forcément YouTube, je sais pas, Twitch, Instagram, enfin voilà, Twitch, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu comptes? Alors, des choses que tu peux dire, il y a peut-être des secrets d'État, justement, qui ne veut pas dévoiler. Mais c'est quoi le présent et le futur proche et le futur lointain de tout ton projet?
Bah, là, actuellement, déjà, moi, au début, comme je te l'ai expliqué, vraiment, YouTube, c'était pour aider des personnes qui étaient dans le Mmh. besoin. C'est-à-dire que je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, pas aussi rapidement et pas dans une phase de marché qui est un peu bancale pour tout le monde. Donc, j'ai eu cette chance, ça fonctionne bien. Donc, vraiment, en plus, je suis en train de créer une communauté qui est juste incroyable. Et donc, bah, maintenant, je suis en train de commencer vraiment à mettre en place des projets avec YouTube. Je suis en train de mettre en place aussi des projets bah, pour mon audience, pour les aider de plus en plus, parce que je vois que ça a fonctionné. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Donc là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est que je suis en train d'essayer d'avoir une toute nouvelle vision des formations, des programmes pour aider les personnes à investir dans Mmh. l'analyse graphique, etc. C'est-à-dire que, en général, aujourd'hui, si on souhaite une formation, par exemple, pour investir sur le marché des crypto-monnaies ou simplement apprendre à lire un graphique, on va généralement avoir des programmes, des packs, des trucs où ils vont te Mmh. dire voilà, ici on va t'apprendre ça, 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 et tiens, on te le jette à la figure. Et si ça se trouve sur ça, 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 bah, il y a 5 choses que tu n'avais pas envie, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tout petits programmes très ciblés sur une seule chose. On va pas s'éparpiller, et comme ça, les gens, ils vont pouvoir eux-mêmes choisir ce vers quoi ils veulent aller. Donc, ils vont arriver, ils vont voir, voilà, on traite ça, 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 dans les thèmes de ça, ça, ça. Bah, moi, je veux un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et voilà, le mec, il est là, il a directement ce qu'il a vraiment demandé, et c'est lui qui va choisir ce qu'il a vraiment demandé. Donc ça, c'est ce que je suis en train d'instaurer actuellement, je suis en train de le mettre en place. Ça va tourner environ à essayer de sortir toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc ça va être beaucoup, beaucoup de boulot en plus de l'update de marché par jour que je réalise tout seul, que je monte tout seul, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme tu l'as dit, je vais instaurer un peu plus de tutoriels, un petit peu plus d'aide, on va dire, et d'accompagnement pour des personnes qui ne comprendraient pas ou qui ont évidemment des petits points de flou, parce que bah, c'est normal, on a tous des points de flou. Moi-même, aujourd'hui, j'ai des points de flou sur certains aspects techniques de la crypto-monnaie, parce que c'est très compliqué, surtout parce que ça se développe rapidement. Mais quand on comprend les b.a.-ba, c'est vraiment là que ça fonctionne. Et donc, bah, je vais essayer de revenir au b.a.-ba, d'essayer d'accompagner les personnes qui, elles, n'y comprennent absolument rien pour vraiment faire une adoption mainstream, pour pouvoir toucher un public plus large. Et Alors, donc, bah, de cette manière, je pense instaurer ça une fois par semaine, une vidéo comme celle-ci par semaine environ. en parlant du BABA, j'ai posté dans le chat et vous l'aurez dans la description de la vidéo YouTube, ton Ah, grimoire. mystérieux grimoire Comment de tu l'appelles? l'investisseur crypto-monnaie. Le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Voilà, qui est un peu le guide du débutant où tu donnes les erreurs à pas faire. Et donc, vous C'est le l'avez dans cadeau que dans le j'offre chat. à ma communauté et peut-être à ta communauté du coup maintenant, bah, pour vous remercier déjà de votre soutien au quotidien. Nous, on est déjà plus de 4000 sur ma chaîne YouTube, c'est juste dingue. Donc voilà, vraiment pour les remercier, parce que si on se développe aussi vite, c'est pas que grâce à moi, c'est en grande partie grâce à eux. C'est eux qui me soutiennent, c'est eux qui commentent, c'est eux qui like, c'est eux qui me donnent la patate tous les jours, qui sont vraiment là pour me tirer vers le haut. Donc je me dois de les remercier, et j'ai créé ça, ou dans lequel je vais essayer de réaliser de plus en plus de mises à jour. Et à l'intérieur, en gros, bah, je donne 11 tips et procédés qui vont être vraiment indispensables avant de vouloir investir sur le marché des cryptos. Donc à la fois des erreurs à éviter, donc comme on le disait avant en off, quand on a une erreur en tête et qu'on ne la connaît pas, bah, on va tomber dedans, mais si on vient et on lui dit voilà, touche pas cette plaque, elle est chaude, bah, normalement on va pas la toucher parce qu'on sait qu'elle est chaude. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose encore à l'intérieur, je vais vous apprendre à mettre en place un plan d'action d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, si on veut investir dans les cryptos sans plan, bah, on fonce dans le mur, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont totalement perdants sur le marché des cryptos. Donc en gros, téléchargez ce guide si vous souhaitez en apprendre plus sur le marché des cryptos, ou si vous avez envie d'investir sur le marché des cryptos pour éviter de tomber dans de nombreuses erreurs et surtout faire en sorte d'avoir un investissement qui va être le plus rentable. Du Et coup, alors, vas-y. on fait pas, tu fais pas de conseils financiers, mais moi, rien m'empêche d'en faire. Et on est en ce qu'on appelle un bull run, donc c'est un pic haussier du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, parce qu'en fait, elles sont toutes plus ou moins parallèles. Et je dirais même que les altcoins, donc les autres crypto-monnaies, montent un peu plus vite et un peu plus fort que le Bitcoin et s'écrasent un peu plus vite et un peu plus fort ensuite. Alors Euh, il y a un certain parallèle justement à faire. Je rebondis, excuse-moi de t'avoir coupé, pour que les gens comprennent. C'est que généralement, si le Bitcoin hausse de 2%, les altcoins vont hausser de 4%. Mais inversement, si le Bitcoin chute de 2%, les altcoins vont chuter de 4%. Donc il y a en gros un espèce de parallèle de x2 sur les performances du Bitcoin envers les altcoins. et pour raconter un peu le moment où on en est là dans ce bull run, un bull run ça arrive tous les 4 ans, depuis en gros il y a 1 an et demi, je dirais, depuis octobre de l'année passée, le cours a commencé à monter. Là, on est dans un moment où on a eu un premier pic
on est monté à 64 000 $, ce environ, qui est ouais. énorme, hein, c'est 2 fois plus que la valeur du Bitcoin aujourd'hui. Et on est descendu assez vite de, je sais plus, 30%. Et là, on est 53. dans 53%, la vache. Et là, on est dans ce qu'on appelle un range, c'est-à-dire on a le cours qui monte et descend, mais très très faiblement, et pendant des mois et des mois. C'est comme un supplice chinois en fait. Mais ce range, on va en sortir. Alors toute la question, c'est est-ce que ce sera par le haut ou par Par le où? bas? Et là, regardez Cryptologique pour le savoir. C'est ça. Mais moi, je pense que ce sera par le haut. Et d'ailleurs, on a initié un premier mouvement là. Et pour moi, c'est mon conseil, hein. C'est le moment ou jamais d'investir, de créer en tout cas votre compte sur un exchange ou de crypto.com ou n'importe quelle application sur votre téléphone et d'investir quelques centaines d'euros, ce que vous pouvez. Évidemment, pas sur n'importe quoi. Si vous savez pas quoi, le Bitcoin ou l'Ethereum. Mais c'est vraiment le moment. Vraiment. C'est-à-dire que pour moi, de mon point de vue, le Bitcoin, là, il est au milieu d'un bull run, mais il est au premier tiers, quoi, de mon point de vue. C'est-à-dire En qu'on est à gros, 30 ouais. 000 et qu'on peut monter beaucoup plus haut. Ouais, ouais. Bah, en gros, pour rebondir rapidement à ce que tu dis, on va dire que ici, si certaines personnes souhaitaient acheter sur les niveaux sur lesquels on est actuellement, dans tous les cas, ils ne feraient pas l'erreur d'acheter le point haut de marché. Parce que le point haut de marché, il était aux 64 000 $. Donc, imaginons qu'on passe des 30 000 aux 20 000 encore dans la semaine, dans les mois à venir, prochainement. Il va y avoir un rebond à un moment donné, il va y avoir un Bitcoin va essayer de nouveau d'aller chercher son ancien top qui était aux 64 000, ce qui fait que vous n'avez pas acheté sur le point le plus bas de marché. Maintenant, si vous souhaitez investir sur le marché des crypto-monnaies, le meilleur conseil qui peut être donné, c'est d'acheter par ce qu'on appelle par palier. Ça veut dire que là, actuellement, on est à 32 000 $. Et bien, si vous avez un portefeuille de 100 $, excusez-moi, si vous avez un portefeuille de 100 $ et que vous souhaitez là maintenant investir un peu dans les cryptos, au lieu de mettre les 100 $ tout de suite, vous mettez par exemple 30 $ ici, vous attendez de voir dans une semaine à où est-ce qu'on en est. Si on est venu et encore, vous remettez 30 $. Et si encore une semaine après, on est remonté, vous remettez 30 $. Et de cette manière, en fait, vous allez trouver un point médian qui va être meilleur évidemment que si vous avez tout acheté au même endroit. C'est un truc de fou, ça d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le DCA, le dollar, comment on traduit ça? Dollar cost average, c'est ça? Cost average, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu investis de façon régulière sans même forcément te soucier des hausses et des baisses. Et en fait, il est prouvé que ça bat tous les investisseurs qui cherchent à réfléchir, à essayer d'acheter en bas et de revendre en haut. Donc C'est effectivement, ouais, ça c'est un très bon conseil. Ouais. Le truc, c'est que ça va être en fonction de ce que tu penses. Si toi, tu vois le Bitcoin augmenter son prix et augmenter sa valeur dans le temps, puisque on le sait, enfin, le Bitcoin aujourd'hui, il va y en avoir de moins en moins. Donc si tu vois qu'aujourd'hui, ça a une certaine révolution et que tu penses qu'il va y avoir plus de personnes, il va y avoir plus de demandes prochainement, alors oui, si tu investis tous les mois une petite partie dans le Bitcoin, évidemment, il va augmenter petit à petit et donc de cette manière, tu vas réaliser des profits. C'est vraiment cette manière, c'est sur ça que c'est basé, le fait d'investir par DCA. C'est pour éviter toutes les personnes qui cherchent à se prendre la tête à trouver le sommet ou à trouver le bottom, à trouver l'endroit parfait, le millimètre, etc. Non, investir par palier, généralement, c'est la meilleure chose à faire. Et ce qui peut être encore mieux, c'est de se fixer des objectifs. Si le Bitcoin descend à 30 000, je mets 20%. Si le Bitcoin remonte à 35 000, je mets 20%. S'il descend à 20 000, je mets 40%. Et c'est comme ça que vous vous fixez vos objectifs et quand on arrive sur ce prix, vous achetez. C'est comme ça, et là, vous allez avoir le meilleur investissement possible. Et il y a une autre méthode, c'est acheter et oublier. C'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui, imaginons que vous avez 500 € et que vous achetez du Bitcoin, vous mettez ça sur un portefeuille, une clé, quoi, plus ou moins, et vous oubliez que vous l'avez quasiment, et vous le ressortez dans 10 ou 15 ans. Et je peux vous assurer que vous serez très très content de votre investissement. Il y a un mec, hier je crois, il y a un mec qui a retrouvé, après 9 ans, qui a retrouvé 171 bitcoins. Et qui n'avait pas bougé depuis. Il les avait achetés à l'époque, il les avait pas touchés après. Des cinquantaines ou des centaines de millions de dollars, ça représentait. Et malheureusement, le mec a oublié son mot de passe et donc pour l'instant, il n'arrive pas à les récupérer et à remettre la main dessus. Ah, Et ça. il y a plein d'histoires comme ça de mecs qui avaient acheté du bitcoin quand ça coûtait, mais je sais même pas, 3 $ peut-être, ou même moins que ça, et qui en ont Même plein. moins que ça.
quelque part sur un compte dont ils ont peut-être oublié le mot de passe, etc. Mais il y Et en avait eu fait, ça Ouais. aussi. Je sais et plus, ça c'était en vaut des Angleterre. millions de dollars. En Angleterre, il y en Bah, avait c'est comme les quelques-uns. cartes Pokémon aujourd'hui. Hein. Ah oui, les cartes Pokémon, ça c'est un vaste sujet, ça aussi. Qui fait pas plaisir, n'empêche à Ouais, beaucoup de monde. Hein. je vais pas entrer dans le sujet, mais pour dire que c'est un peu pareil. Oui, Aujourd'hui, on a des vieilles cartes, on ressort son truc, on dit la waouh, c'est un spéculation, la drapeau de feu, rareté. 25 000 $. On ressort un peu de la poussière sa carte et au final elle vaut des Là, sommes astronomiques. Ouais, mais aujourd'hui, les objets comme ça, on va dire, c'est les influenceurs qui créent la rareté. Le rétro gaming, les vieux jeux coûtent cher parce qu'il y a des gens qui font des vidéos sur le rétro gaming et pour les cartes, parce que bon, on va dire les youtubeurs ont créé la rareté pour les cartes. Mais oui, créer la rareté, c'est vraiment le point commun entre tout ça. C'est plus c'est rare, plus ça vaut cher. Et moins il y en a en plus, plus ça vaut cher. c'est ça. Ouais. Et il y aura peut-être des cartes Pokémon NFT d'ailleurs. un de ces Oh, quatre. je pense que oui. Il y en a déjà, à mon avis. Oh là là. Ouais. Moi, je pars Euh, du principe que tout existe. Et ou alors, si c'est pas encore. Pensez à inventer quelque chose. Inventez votre crypto-monnaie et faites en sorte que. Devenez millionnaire, milliardaire. Et je pense que si Mon t'inventes cher- et que ça marche. Mon cher Troyer, mettre du temps, est-ce qu'on a encore un peu de temps ou est-ce qu'on conclut? Ça dépend. Tu voulais repartir sur autre chose parce qu'on s'approche des 23h. On s'approche du Effectivement, podcast audio de 2 heures. Et oui, Parce qu'on n'oublie pas tous ceux qui vont réécouter sur YouTube. D'ailleurs, tu parlais du doc que tu mettrais l'eau sur la description de la vidéo YouTube. Pour ceux qui écouteront sur Spotify, Deezer, etc., vous pourrez aller sur YouTube, le YOLO Show, dans la description de la vidéo, et vous aurez ce doc. Comme ça fera une vue de plus sur la vidéo YouTube. Et ça, c'est merveilleux. Il faut toujours rentabiliser. Et n'oubliez pas de vous abonner, même sans à Cryptologique. Donc Logique, pour ceux qui vont écouter, je parle de ceux qui sont en mode pure écoute. Crypto, CRYPTO, espace Logique, LOJIQE. Je pense à ceux qui sont en train de réécouter le podcast. Je vois le futur. Ceux qui sont sur Deezer actuellement, qui réécoutent, n'hésitez pas à aller vous abonner, soutenir. Parce que même si vous ne comptez pas investir, il y en a beaucoup qui n'investissent pas, mais qui sont curieux. On parlait de technologie, qui sont curieux, Pour qui comprendre un petit s'intéressent. peu. Ouais, exactement. Ouais. surtout en fait, ça s'applique au Bitcoin et aux crypto-monnaies, mais en fait, toi, ce que tu fais, et notamment l'analyse technique, ça s'applique aussi à tous les cours de tout, et y compris à la bourse. Et donc, si vous voulez voir un peu l'investissement et quelles sont les techniques et comment ça fonctionne lire un cours de bourse, etc., ça marche tout aussi bien. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, là maintenant, imaginons que vous êtes des personnes que vous avez toujours voulu investir sur quoi que ce soit, hein, que ce soit en immobilier, en investissement en bourse, que ce soit en crypto-monnaie ou quoi, et que vous avez envie qu'une personne essaye de vous simplifier. Simplifié. Comment est-ce que je vais le dire? Simplifier la chose, ouais. Et bien à ce moment-là, vous pouvez me rejoindre, vous abonner directement à Cryptologique. Je vais essayer d'entamer un maximum de sujets. Là, on est axé à 100% sur les cryptos, mais par la suite, évidemment, je vais peut-être essayer de me diversifier pour essayer d'aider un maximum de personnes. Ça va être en fonction de la demande de ma communauté. Mais en tout cas, le but, voilà, ça va être de passer un bon moment, prendre, on va dire, un thème qui paraît barbare, mais qui en fait n'est vraiment pas si compliqué que ça. Le jour en école de commerce où on passera tes cours, on passera tes vidéos pendant les cours, tu te diras, c'est bon, c'est gagné. Ça y est. Mais pourquoi pas? Moi, je vise haut, vraiment. Non mais il faut, hein. Et je vois pas ça, c'est pas grossier, encore c'est très très bien, hein. Le nombre d'enseignants dans plein de domaines qui passent des vidéos de, je sais pas, d'y penser, de Dirty Biology, de plein de youtubeurs, histoire, sciences ou autres dans leurs cours, ça c'est des profs intelligents. Et il faut que dans les écoles sup, on se met à être intelligent. Ah, est-ce que c'est bon? On t'a perdu en image Adam, c'est bon, tu es de retour? Oui, c'est bon. En fait, je commençais à insulter l'éducation nationale. Je suis de retour. Ça y est, c'est eux qui veulent nous bloquer. Non, il est temps que l'éducation avance. Je peux comprendre, hein. Alors dans ce cas-là, on est deux. Donc, mais en tout cas, On peut l'attaquer, Cryptologique. il n'y a pas de... Logique, hein, Logique, hein, pour ceux qui veulent retomber dessus sur YouTube, hein, n'hésitez pas hein, à lui poser aussi vos questions. Hein. Et peut-être est-ce que un jour du Twitch ou autre, parce que tu nous parlais des projets, mais des gens qui voudraient en direct, le jour où ta fibre arrivera évidemment, mais de l'interaction directe via un Twitch, tu penses que ce sera possible un jour? Ouais, du live, que ça soit du live Twitch, du Live YouTube, oui, live évidemment. Oui. Instagram. Je parle de Twitch, mais live, oui. Ouais, c'est dans mes projets, ouais. C'est dans mes projets plus tard parce que, comme je te l'ai dit avant, ma communauté aujourd'hui, c'est une source, c'est une valeur en fait en termes de
ils peuvent m'apprendre des choses au quotidien. Tu l'as vu, je me suis excusé pour une erreur que j'ai faite sur le dollar. C'est un abonné qui me l'a montré. Et en fait, on va pouvoir échanger, on va pouvoir faire le débat. Ils vont pouvoir souligner des points que moi, je n'avais pas soulignés. Moi, je vais pouvoir souligner des points qu'eux n'avaient pas soulignés. Et en fait, ensemble, on va réellement essayer de trouver les bonnes choses et vers les bons endroits pour aller.